Salut les gars, bienvenue à tous pour cette deuxième édition de Radio Dixie, la voix de la Nouvelle-France. Salut à tous. Baptiste. Euh, Comme vous le savez, on vous apporte les éléments dont vous entendez rarement parler en France socialiste. J'ai encore la chance d'être avec Baptiste comme toutes les semaines à partir de maintenant, tous les mardis à 22h. Comment est-ce que tu vas Baptiste aujourd'hui? Ça va, un petit peu. Enfin, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est libérer le président Trump, parce qu'il a été arrêté aujourd'hui. Donc, free Trump. Ça fait chier quand même, parce que voilà, on connaît ce genre de dérive en France, d'emprisonner les opposants politiques. Donc, sous l'administration Biden, c'est devenu, ça arrive aussi. Donc voilà, ça fait chier. On va suivre cette histoire de près. Ouais, tout à fait. Emprisonnement politique pour une connerie en plus. Je pense qu'ils ont peur qu'il soit réélu aux prochaines élections. Évidemment, évidemment, évidemment. Écoutez les gars, aujourd'hui, on va vous parler de la tuerie à Nashville, dans le Tennessee. Très malheureux événement. On a plein de choses à vous dire sur la situation, sur le port d'armes, sur les Voilà, armes plus de manière largement, générale. on va étendre le sujet Ouais, plus largement aux statistiques sur les armes, aux législations sur les armes, etc. On va un petit peu profiter de rebondir sur ce triste événement. tout à fait. On va aussi vous parler du projet de loi sur les influenceurs. Moi, j'ai suivi ça de loin. Baptiste a pas mal de choses à vous dire à ce niveau-là. Ça va être Bah, ça va te, intéressant. ça va te concerner parce que tu vas devoir avoir un représentant en France. Putain, ouais. Ça fait partie des règles qui vont être mises en place. On pourra vous en parler un peu plus juste après. Représentant de Logies en France. Et une troisième partie où on va montrer des petites vidéos à Baptiste qui va pouvoir réagir. On va aussi pouvoir parler rapidement de l'histoire avec Bilal Hassani et la performance dans une église. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous voulez en entendre parler, vous voulez avoir l'avis de Baptiste là-dessus. Je pense qu'il va vous surprendre. La cinquième va vous surprendre, on dirait les trucs de Topito. Le troisième sujet va vous surprendre. Restez bien, restez bien jusqu'à la fin parce que ça va être surprenant. Bah écoute, c'est ça. Sinon, toi, Baptiste, pour commencer légèrement, qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours, cette fin de semaine? C'était quoi tes projets? Écoute, je travaille énormément sur la sortie de ma nouvelle marque de vêtements dans 10 jours maintenant. Ça a été vraiment le gros du boulot parce que là, bah, tout s'accélère, hein. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus et puis là, bah, il faut mettre les plateformes en ligne, et cetera. On a fait les shootings photos, on a fait les shootings vidéo, Ouais. enfin, on a fait les dernières retouches avec l'usine, et cetera pour avoir les mentions, enfin les. Tu sais, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, quand j'étais en France, c'était facile de voir les prototypes, etc. Je rencontrais quand j'ai fait mes lignes de vêtements pour Bench Cigars, je rencontrais les fournisseurs, on travaillait ensemble sur un patron, j'essayais, machin. Mais là, à distance, l'usine doit m'envoyer des prototypes, ça met 4 jours à arriver, je les essaye, je leur dis ce qui va pas, on refait, tu sais, ça prend beaucoup plus de temps. La logistique, Vu que tout est fait en France, c'est très long. super. Mais voilà, ça sort bientôt, donc j'en dis pas plus, mais je suis très content. C'est ce qui m'a pris le plus de temps. Le reste du temps, quand j'avais un peu de temps libre, bon après j'ai tous les autres trucs hein, de la chaîne, etc. évidemment, du montage, des machins. Et puis quand j'avais du temps, j'ai beaucoup pêché ces derniers temps. J'ai chassé un peu. J'étais à une chasse aux coyotes mercredi dernier. On a vu ça en story. Et ouais. Et sinon j'ai beaucoup pêché. Hier il a fait 35 degrés. Je suis resté toute la journée. J'ai pris un jour de repos et je suis resté toute la journée sur mon étang à pêcher et ça fait du bien. Ah bah, Et à génial. bronzer du coup. Bah, super, ça a l'air super, mec. T'as l'air d'avoir une vie bien remplie avec tes activités extra professionnelles. Est-ce que tu veux nous revenir très rapidement sur tes impressions suite à cette première émission? Quelles sont tes impressions de manière générale? Sur les retours que tu as reçus, etc. De l'émission. Bah, franchement, je suis très content. C'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que l'émission a été fait des scores d'audience qui sont très corrects pour une première émission. On a pas mal de monde en live. On a la rediff YouTube qui est en train de monter, malgré le fait qu'elle soit sur une chaîne qui n'a pas énormément encore d'abonnés, etc. Que ce soit une première émission, qu'on n'ait pas fait encore beaucoup de promos, qu'on n'a pas encore posté beaucoup sur TikTok, on n'a pas encore posté beaucoup sur Insta, etc. Donc vraiment juste en faisant 2-3 stories, ça a été relayé par Nicolas Faure, relayé par Daniel Conversano, relayé par Rage. Comment ça Culture? s'appelle déjà? Rage Culture. Ouais, c'est ça. J'ai reçu un message 15 minutes avant qu'on commence le live de Alexandre Cormier-Denis qui me félicité pour l'émission Ah bah, et génial. qui va m'inviter, j'ai oublié de te le dire d'ailleurs, c'est vrai, mais qui va m'inviter chez Nomos TV. Donc ça me donnera l'occasion de parler de ça, entre autres. Donc non, non, Nomos TV au très bon. Québec aussi.
Est-ce que Oui, tu c'est Nomos TV au Québec, hein. ouais, est-ce que tu vas être à distance avec lui ou tu vas venir par ici? Bah, je pense oui, parce que ça va faire un peu loin, je sais pas combien il y a de miles, mais juste pour une interview qui va durer genre 30 minutes, tu vois? Ça je pense pas que ça dépend, hein, si Nomos TV paye, mais je Alexandre, si tu nous entends, si tu payes le billet d'avion, je viens. Mais non, non, je pense que ce sera à distance. Ah bah, génial. Pour la petite anecdote, je l'avais croisé dans la rue à Montréal, il y a il y a 1 ou 2 ans environ. J'avais pas encore commencé mes activités sur internet. Très sympathique, très sérieux, très bien Il est habillé, super. mais très sympathique. Il est super. Moi, je l'avais invité pour un live privé sur ma chaîne, donc il y a que les gens qui sont abonnés, tu sais, payants, membres premium de ma chaîne, YouTube qui ont vu ce live. Mais c'était génial. Je lui avais dit, parce que je sais que sur YouTube, lui, il est très, enfin bon, lui, c'est la bête noire, tu vois? Sur YouTube, il est énormément, parce qu'il a fait il a dit des dingueries, tu vois? Ça nous fait rire, mais YouTube, ça les fait pas rire. C'est le Alex Jones, francophone. Ouais, ouais, je lui avais dit, tu sais: «Il faut qu'on fasse gaffe, c'est ma chaîne et tout». Il avait été nickel. Il nous avait bien expliqué la politique, québécoise et cetera. C'est vraiment un mec en or, super. Vraiment, je valide à 100. Ah bah, génial, le mec fait attention, est considéré lorsque tu l'invites. Bah, écoute, moi je te propose de rentrer, directement dans le premier sujet si tu avais rien à rajouter, à ce Je niveau-là. n'ai rien à rajouter. Très bien. Écoutez, le premier sujet, les gars, c'est évidemment quelque chose qui est très, qui touche énormément à l'émotionnel. Donc, et on va prendre un peu de recul sur la situation, la tuerie de Nashville, la tuerie, dans le Tennessee. Napoléon disait: «Il faut regarder le champ de bataille d'un œil sec». C'est ce que j'essaye toujours de m'efforcer, à faire quand on m'interroge sur un sujet, politique, philosophique et cetera, et c'est souvent compliqué par rapport au retour du public, parce que le public est très dans l'émotion. Donc en fait, quand tu essaies d'expliquer un truc, souvent tu vas en prenant les choses, «froidement» entre guillemets, et bien souvent tu vas à contre-courant de l'émotion, et donc tu te prends la charge du public, et moi ça m'arrive tout le temps, et sur des sujets beaucoup moins importants, mais c'est vrai que quand on parle de la chasse, par exemple, aux gros animaux, en Afrique, et cetera, tu vois? Quand tu commences à parler du fait que, chasser un lion, c'est plutôt bénéfique, au niveau environnemental parce que l'argent, blablabla, tu sais, tu donnes des trucs rationnels, tu vas contre l'émotion du public qui dit: «Ah non, un lion, c'est horrible, faut pas le tuer», tu sais? Et donc c'est très compliqué de faire passer des arguments rationnels, justement, quand les gens sont dans l'émotion. Donc tu as bien raison, Le Guise, de préciser qu'on va essayer de voir ça avec, retenue. D'un œil sec, donc. Et puis, bah, même on a de la chance d'avoir un public, qui est plus dans la rationalité que d'autres personnes, de manière générale, mais on est quand même tous, plus ou moins touchés par la partie émotionnelle. Donc pour vous rappeler les faits, à Nashville, dans une école chrétienne, une école baptiste d'ailleurs, chrétienne, c'est une branche de la chrétienté qui est très présente au Texas. Bah, c'est l'église protestante la plus, présente aux États-Unis. En gros, c'est la moins réglementée, plus ou moins. Je suis pas un grand spécialiste du protestantisme, mais le courant baptiste, c'est plus ou moins le courant de tous les mecs qui sont pas vraiment à fond dans la religion, de ce que j'ai compris. En tout cas, OK. c'est comme ça qu'on me l'a expliqué. Moi, ce que je savais d'eux, c'est que, quand ils te baptisent, ils te mettent le corps entier dans l'eau. À part ça, je sais pas grand-chose de ce courant Oui, protestant. bon. Et donc en fait, bah, pour revenir, au sujet, 3 enfants de 9 ans, dont la fille d'un pasteur et 3 membres du staff de l'école chrétienne, d'environ 60 ans chacun, ont été, assassinés lors d'une tuerie de masse par une femme de 28 ans qui s'identifiait comme un homme, d'après, ses pronoms sur les réseaux sociaux, et qui avait fréquenté cette école dans le passé. Toi, Baptiste, ça a été quoi les retours par rapport à cette situation au Texas que tu as pu entendre? Finalement, j'en ai pas entendu tellement parler, OK. très étonnamment. Enfin, je veux dire, je l'ai vu passer vraiment, sur internet, quoi. Parce que moi, au niveau des gens que je fréquente ici, et cetera, pourtant je fréquente beaucoup de monde parce que tu vois, je vais dans les cigar lunch, et cetera. J'ai quand même beaucoup d'occasions de discuter avec les gens. Personne m'en avait vraiment parlé. Du coup, c'est moi qui ai interrogé mes potes un petit peu avant de faire cette émission, tu sais, pour avoir un petit peu leur, sonder les cœurs, on va dire. OK. Mais après, j'ai pas eu plus de retours que ça. En fait, le premier retour que j'ai eu vraiment, c'est tous les influenceurs que je suis qui sont, pro-armes, ou mes potes qui sont conservateurs, et cetera, qui sont montés au créneau tout de suite en réponse, on va dire, aux attaques anti-armes, parce qu'en fait, dès qu'il y a un problème comme ça, une tuerie, et cetera, bah, c'est le cheval de Troie des anti-armes pour avancer leurs arguments, on va dire. Oui, exactement, c'est encore une fois, ils jouent sur l'émotionnel pour avancer leurs arguments. On va rappeler, pour commencer que c'est pas les armes qui tuent, c'est les personnes. Et on va avoir l'occasion d'en discuter, plus, par la suite. Toi, de ton côté, c'est quoi ta réaction face à ce genre de
ce genre de nouvelles? Hem, En fait, je vois pas tellement quelle en fait, en gros, à part le positionnement sur les armes parce qu'en fait, c'est le seul débat que ça induit à chaque fois. Le seul débat que ces tueries induisent, c'est les armes à feu, c'est tout. Alors qu'en vérité, c'est un débat de sécurité publique, donc en fait, il faut savoir comment pallier à ce manque de sécurité dans les écoles et cetera. C'est pas une question pour moi, en fait, ça n'a pas à voir avec les armes. Je vois pas le rapport, en fait. C'est-à-dire que pour moi, quand il y a eu je rappelle, par exemple, que le deuxième attentat le plus meurtrier de l'histoire de France a été fait avec un camion de location. Voilà, pas d'armes à Ouais. feu. Et oui, tout simplement. L'homme qui a tué les gens à Nice, 80 personnes à Nice avec un camion, a tué 8 fois plus de personnes que Mohamed Merah avec une arme à feu. Il faut, enfin, je veux dire, il faut le savoir. Donc, et à ce moment-là, je ne me suis pas posé une seule fois la question est-ce qu'il faut interdire la location de camions ou est-ce qu'il faut la réglementer. Non, mais c'est vrai. Je me suis pas demandé à un seul moment est-ce qu'il faudrait pas réglementer la location de camions à des gens qui ont un casier machin. Tu vois ce que je veux dire? Non, je n'ai pas pensé ça parce qu'un camion, c'est pas fait pour rouler sur les gens. Ouais, les véhicules motorisés tuent beaucoup plus que les armes à feu, toute l'année et C'est personne c'est ne une va arme. personne ne va interdire les voitures. Par destination, un véhicule peut être une arme extrêmement compliquée. Peut être extrêmement dangereuse, pardon. Donc, bon, c'est donc le débat, pour moi, le débat est pas là. Simplement, on nous oblige à nous positionner sur ce débat parce que c'est ce que la gauche, et pas que la gauche, parce qu'il y a des anti-armes de tous bords, avancent tout de suite. Donc, en fait, finalement, ma seule réaction, à part trouver que c'est horrible et me dire, mais putain, encore un taré, tuer des enfants, et tu vois, je veux dire, apparaître dans l'émotion, parce qu'on est obligé de l'être, dans la prière, etc., pour tous ces gens, mon deuxième positionnement tout de suite, c'est de me dire bon, ben, très bien, on est reparti dans un débat inutile sur les armes, puisqu'apparemment, on nous oblige à nous positionner sur ce terrain. Donc, c'est ma seule réaction possible. Bah, la seule chose qu'on peut faire, c'est apporter les arguments, les statistiques qui, ne sont pas communiquées dans les médias traditionnels français. Voilà. En fait, moi déjà l'argument moral le plus important, c'est que qu'il y ait des armes à feu ou pas, ça n'empêchera pas les gens de tuer. On peut tuer avec un couteau, on Oui. peut tuer avec une voiture, on peut tuer avec des bombes artisanales. Ce n'est pas l'arme en tant que telle qui tue. Non. Non, alors du coup, on va tout de suite rentrer dans ce débat parce que c'est pour ça qu'on va en parler, parce que les faits, bon, ils ont été faciles voilà, à résumer. Déjà, avant tout, ce que je voudrais faire, avant qu'on commence sur le débat statistique, sur le débat philosophique, etc., je voudrais faire un rappel de technique, on va dire, des armes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est extrêmement populaire sur les réseaux, sur tout ça, mais en fait qui est très peu connu. Très peu de gens ont une vraie connaissance technique, même basique, sur les armes à feu. Personne n'a les bases, même, quasiment personne. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on a ce débat, parce qu'à partir du moment où tu connais un peu plus, tu peux avoir une réflexion sur un sujet, bien sûr, qui est plus Souvent on a intelligente. peur de Donc, ce qu'on souvent on a peur de ce qu'on connaît pas. exactement. Le débat, souvent, c'est de savoir, oui, mais des armes de guerre, est-ce que c'est bien d'avoir des armes de guerre, etc. C'est souvent le terme qu'on entend, armes de guerre, AR-15, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, une arme, et vraiment, j'aimerais que les gens soient attentifs à ce que je vais dire, les gens qui n'ont pas de connaissances sur les armes ou qui croient avoir des connaissances sur les armes mais qui n'ont pas le bagage technique, comprennent soient attentifs à ce que je vais dire. Qu'est-ce qui définit les caractéristiques d'une arme? Ça va être son calibre, le calibre utilisé, le mode de tir, est-ce que ça peut tirer en semi-automatique? Est-ce que c'est une arme coup par coup, une arme à verrou? Est-ce que c'est une arme qui tire en full automatique? La capacité de chargeur. Et après, tout ça va être modulé par la longueur du canon, le poids, etc. C'est ça qui va faire une arme. Par exemple, très souvent, on va parler des armes de guerre. Et en fait, ce que les gens entendent par arme de guerre, je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent, mais si on devait donner une définition d'une arme de guerre, ce serait une arme qui utilise un calibre de guerre. Ce qui définit une arme de guerre, c'est son calibre. Est-ce que c'est un calibre autant ou un calibre militaire ou est-ce que c'est un calibre de chasse, par exemple, pour une arme de chasse? C'est simplement le calibre qui change. Et il faut bien comprendre que les calibres militaires sont moins dangereux que les calibres de chasse, en termes de calibre pur. Est-ce que tu veux expliquer Une arme, pour ceux qui n'y connaissent rien du tout, la différence entre un calibre, A ou B A ou B? eh bien, en fait, simplement, les calibres, donc ça va être la taille de la balle, etc., le type de munition utilisée, etc. OK. Et en fait, il faut bien comprendre qu'une arme de guerre, ce n'est pas fait pour tuer, c'est fait pour blesser. C'est pas fait pour tuer sur le coup. C'est-à-dire que généralement, les calibres de guerre sont beaucoup moins létaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour qu'une arme tue, pour qu'un calibre tue, pour qu'une balle tue quelqu'un, il faut qu'elle développe beaucoup d'énergie à l'impact. C'est-à-dire quand vous tuez quelqu'un sur le coup, généralement, c'est soit que vous avez touché un point vital direct, le cerveau, je sais pas, quelque chose comme ça, la nuque, voilà,
soit que vous avez développé tellement d'énergie à l'impact, tu vois, que vous allez créer une cavité, que ça va vraiment faire un énorme trou, un énorme choc, ça va tout pulvériser à l'intérieur. C'est pas le cas des munitions de guerre. Les munitions de guerre, en fait, elles créent des hémorragies. La grande majorité des gens qui meurent de tirs par des calibres militaires meurent de l'hémorragie. Et donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Ou alors d'un dysfonctionnement d'un organe, etc. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, ça peut être quelques minutes. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous chassez, vous utilisez un calibre le plus. On chasse avec le calibre le plus létal possible pour tuer la bête sur le coup et pas qu'elle s'enfuit, qu'on la retrouve pas, qu'elle souffre, etc. Simplement, ça coûte plus cher parce qu'il faut. Ça coûte plus cher de créer une munition qui tue directement qu'une munition qui blesse simplement. Et en fait, à la guerre, ça ne sert à rien de tuer sur le coup, puisque un homme qui soit blessé ou tué, il est inopérant. Ok. C'est tout. Donc Donc l'idée, en fait, c'est que l'homme soit au sol, mais pas forcément de payer au plus sol ou cher juste plus en pour un gros capacité de se calibre. battre et qui Ok. meurt. Et s'il meurt plusieurs heures après, c'est encore mieux parce qu'il mobilise des gens pour le soigner, etc. Des gens qui Donc en fait, à partir de la Première Guerre mondiale, on a arrêté de faire des calibres extrêmement létaux et on a commencé à faire des calibres qui coûtent moins cher, plus faciles à produire, qui demandent des moins longs canons pour développer de la puissance, qui sont plus faciles à utiliser parce que moins de recul, etc. Et qui font exactement le même travail. Que tu meurs en un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, ou que tu meurs là tout de suite sur le coup, qu'est-ce que ça change pour l'armée d'en face? Rien. Donc très souvent, vous voyez, on va être en mode, les gens vont être beaucoup plus partisans des calibres de chasse sans savoir qu'en fait un calibre de chasse c'est plus létal qu'un calibre de guerre généralement. Vous voyez, vous avez plus de chances si vous êtes victime par exemple. C'est terrible ce que je dis et vraiment je tiens à ce que tout le monde prenne bien les choses vraiment avec non mais tu comprends sans émotion etc. Juste techniquement. Si vous êtes victime d'un attentat, quelqu'un qui vous tire dessus avec un calibre militaire, généralement, vous allez avoir, ça dépend du calibre évidemment, mais le calibre militaire les plus basiques, d'accord, avec des balles, des full metal jacket, etc. Vous avez beaucoup plus de chances de vous en sortir que si je viens avec un 300 Winchester Magnum, qui est un calibre purement spécifique à la chasse, où là, il y a très peu de chances qu'un médecin puisse vous soigner derrière. Si vous êtes pris à temps, le calibre de l'OTAN, le calibre de notre armée, de toutes les armées de l'OTAN, c'est le 5,56, c'est le calibre des AR-15, etc. Généralement, Généralement, ça dépend où vous êtes touché. Il y a énormément de conditionnels à faire, mais vous avez plus de chances de vous en sortir si vous prenez une balle de 5,56 dans le corps que si vous prenez une balle de 300 Win Mag ou de 338, etc. C'est sûr et certain. Il n'y a personne qui peut survivre à un tir de 300 Win Mag dans le corps parce qu'en fait, le nombre de joules développés à l'impact est tellement énorme que la cavité va être tellement énorme qu'il n'y a pas de secouriste il n'y a plus une question d'hémorragie là. Quand vous voyez les impacts que ça fait sur une bête, alors que un tir de 5,56, il y a de grandes chances qu'elle vous transperce simplement et donc vous ayez une grave hémorragie et que pris à temps par un secouriste, vous puissiez vous en sortir. Évidemment, tout ça est à mettre avec des guillemets, je vulgarise, je simplifie. Tout ça pour dire que le débat, ensuite, il va être sur qu'est-ce qui définit une arme de guerre, entre guillemets, ben, les chargeurs, puisque en France, pour qu'une arme de chasse soit une arme de chasse, il faut qu'elle ait un chargeur réduit, donc ça dépend des armes, mais ça va être entre 3 munitions dans le chargeur et 5 munitions dans le chargeur maximum, alors qu'on sait que sur un AR-15, etc., vous pouvez acheter des chargeurs de 30, des chargeurs de 60. Vous voyez. Mais si on prend cette tuerie très bêtement, comme ça là, qui a eu lieu là, à Nashville, 9 personnes, il y a combien de morts? 6, c'est ça? Ouais. 6 personnes? 3 enfants, 3 adultes. 6 morts. Je ne sais pas combien de munitions la personne a utilisé, mais certainement beaucoup. Euh, avec une arme de chasse, typiquement avec un calibre 12, donc le fusil le plus courant, vous voyez, avec un calibre de 12, on aurait pu faire certainement plus de morts. Donc C'est terrible, mais je veux dire, pour résumer, si l'objectif est de tuer, les armes de chasse sont plus efficaces. certainement. Oui, si l'objectif est de tuer sur le coup, en fait, tout dépend de la situation. Mais là, en fait, le truc, c'est que quand vous faites un attentat dans une école, vous n'êtes pas en guerre, vous n'êtes pas dans un combat, puisque vous tirez sur des cibles qui ne répondent pas, qui essayent de s'enfuir. N'importe quel calibre 12 légal en France, avec une licence de tir ou un permis de chasse, aurait pu être plus efficace. Quelqu'un qui sait se servir d'un calibre 12, qui va avoir 5 balles dans son 12, à chaque tir de 12 à cette distance, parce que les distances sur lesquelles la personne va tirer dans une école, elles sont très proches. Tirer sur des enfants, etc., vous êtes sûr de faire un mort quasiment à chaque tir. Vous voyez, en ayant moins besoin de viser. Donc en fait, avec un simple calibre 12, en le rechargeant une seule fois, vous auriez pu faire 10 ou 15 morts. Tout ça, vous voyez, enfin, je veux dire, c'est terrible ce que je dis, et personne se dit, et quand vous allez dire à quelqu'un qu'est-ce que c'est le mieux que les gens possèdent chez eux, dans des gens qui sont anti-armes, ou pas anti-armes, mais simplement qui sont un petit peu réservés sur les armes, vous allez dire c'est mieux d'avoir un fusil d'assaut ou un 12, et tout le monde va vous dire un 12 de chasse, c'est mieux. Mais pourquoi c'est mieux? Vous voyez, ça dépend. Donc en fait, une arme, on prend une arme qui est adaptée à l'utilisation qu'on va en faire, et simplement. Et en fait, encore une fois, c'est l'utilisation qu'on va en faire qui vont la rendre dangereuse ou pas. Donc pour moi, ce débat, il n'a pas de sens. Déjà, techniquement parlant, le débat
de savoir entre les armes de poing, les armes de guerre, les armes de chasse n'a pas de sens. Ouais. Et on En le gros, voit très bien avec les quelqu'un qui dit qu'il faut interdire les armes de guerre, ça n'a pas de sens. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et typiquement en France, on a des législations qui n'ont pas de sens. Parce que le calibre dont je vous parlais, le 300 Winchester Magnum, qui est un calibre extrêmement létal, extrêmement puissant, que tous les chasseurs peuvent utiliser, avec une simple licence de tir, vous pouvez en posséder un à la maison, d'accord? Mais une arme de poing, un pistolet, en 22 long rifle, qui est un calibre infiniment moins létal, vraiment. Je veux dire, pour mourir de balles de 22 long rifle, il faut vraiment en prendre plusieurs dans le corps, etc. ok. C'est illégal en France. Il faut une détention d'armes à feu. Vous voyez, vous n'avez pas le droit de le posséder avec simplement une licence de tir et tout. Il faut demander une détention en préfecture, il y a une enquête sur vous, etc. Pour quelque chose qui finalement est beaucoup moins dangereux. Donc, Ok. vous voyez, dès qu'on rentre dans le technique, on se rend compte que les législations et l'opinion publique est très très éloignée de la réalité du terrain. Déjà, ça, c'est la première chose euh, que je voudrais mettre sur le, oui, dans le débat, c'est ça, c'est de se dire déjà que si législation sur les armes il doit y avoir, ça doit être fait avec des gens qui s'y connaissent techniquement et donc pas nos politiques et pas l'opinion publique. Parce que ce sont deux opinions qui sont extrêmement, extrêmement loin de la réalité. On le voit, la plupart des gens pensent qu'on tire en full automatique. C'est le dernier point que je veux aborder parce que je veux pas saouler les gens et après on pourra passer sur l'aspect statistique. Le dernier point, c'est que pour beaucoup de gens, fusil d'assaut, ça veut dire tir automatique, c'est-à-dire on reste appuyé et toutes les balles tirent, comme on voit dans les jeux vidéo, etc. Mais aucun attentat n'est fait en tir en automatique. Que ce soit les attentats du Bataclan, sur les terrasses, Mohamed Merah, cet attentat à Nashville, tous les tueries, c'est fait en semi-automatique. La plupart des AR-15 marchent seulement en semi-automatique et pas en full automatique. Et on tire en appuyant plusieurs fois sur la gâchette sans recharger entre deux. C'est la seule différence, c'est ce qui fait le semi-auto, c'est qu'on tire un coup, ça tire, jusqu'à ce que le chargeur soit vide. 1, 2, 3, 4. C'est ce qui est utilisé aussi dans l'armée. Personne n'utilise le full automatique. Personne. Parce qu'en fait, le full automatique, c'est très imprécis, c'est impossible de viser, vous allez partir dans tous les sens. Et en 3 secondes, votre chargeur est vide. Ah, c'est Il faut Rambo, changer de quoi. chargeur tous les 3 secondes. C'est Rambo qui utilise ça, mais c'est tout. Bien sûr, c'est seulement dans les films. Ça, c'est seulement dans les films. Vraiment, ça n'existe pas. Il n'y a aucun militaire, etc. Ça va être le full automatique va être utilisé sur des tirs de véhicules, des tirs antimatériels, etc. Mais 99,9% du temps, les gens tirent en semi-automatique, que ce soit à la chasse, que ce soit pour faire des attentats, que ce soit à la guerre, etc. Donc en fait, cette capacité de l'arme à être en full automatique ou pas n'a rien à voir, enfin ne doit même pas entrer dans le débat parce que de toute façon, ça n'est jamais utilisé. Jamais. Et ça n'en augmente absolument pas la dangerosité. Je vois un commentaire intéressant de DCIS33 qui dit en France, c'est déjà interdit d'avoir une batte de baseball dans son coffre de voiture. Oui, c'est vrai que la législation en France, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que, effectivement, c'est vrai qu'une batte de baseball sans licence de baseball, c'est interdit de la posséder. C'est même interdit d'en acheter une. C'est-à-dire que si vous allez à Decathlon acheter une batte de baseball, on vous demande votre licence de baseball. Ah C'est ouais. complètement fou. Non, mais. Putain. Ouais, non, mais disons que nous, on est vraiment on est dans un endroit de la législation sur les armes qui est stratosphérique. C'est Putain, quel n'importe quoi. enfer. Alors déjà, Ouais, avant de partir sur la deuxième partie du débat, je voulais vous apporter 2 petites données qui sont les plus importantes selon moi. Heu, déjà, plus de 95 des tueries de masse ont lieu dans des endroits où les armes sont interdites. Donc, c'est les gens qui ont envie de faire une tuerie de masse, ils vont aller dans des endroits où ils savent que les autres personnes n'ont pas d'armes pour se défendre. Comme au Bataclan, par exemple, où tout le monde a pu se faire tirer dessus comme du bétail, sans avoir la moindre chance de se défendre. Une deuxième information que je voulais vous donner avant de poser une question à Baptiste, c'est qu'il faut savoir que le nombre de tueries de masse par personne est plus élevé dans des pays comme la France ou que la Suède qu'aux États-Unis. Dans des pays où les armes sont interdites, par exemple en France, avec tous les attentats islamistes qu'il y a eu ces dernières années, l'école à Toulouse, le Bataclan, etc., ça fait que le nombre de personnes qui meurent à cause d'une tuerie de masse relativement au nombre d'habitants est plus élevé en France. En sachant ça, Baptiste, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Pour toi, c'est quoi la solution au niveau des écoles pour te poser une question un peu plus précise? Eh ben, je vais pouvoir te répondre à toi et à Kerset en même temps. Tu peux mettre son commentaire, je pense, à l'écran, qui demande mais est-ce que mettre à disposition des armes à n'importe qui ne facilite pas le passage à l'acte? Est-ce qu'un lâche ne se sent pas rassuré derrière un canon qui va tuer à distance plutôt qu'une arme au corps à corps comme un couteau? Et il a raison, je pense qu'il a tout à fait raison, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'aux États-Unis, les tueries sont faites avec des armes à feu, parce que, comme je l'ai dit, une voiture, ça pourrait être tout aussi. Une voiture, une bombe, pourrait être tout à fait, tout autant efficace.
Aux États-Unis, on parle souvent de la législation sur les armes, mais les explosifs, il y a aussi beaucoup d'explosifs qui sont en vente libre. Ici, au Texas, on peut acheter de la tannerite dans n'importe quel magasin outdoor. C'est un explosif en grosse quantité. Vous pouvez faire sauter une école. Vous voyez, donc simplement, comme il dit, je pense que c'est les armes qui sont utilisées parce que voilà, il y a certainement la facilité. Il y a aussi la croyance de se dire ça va être le plus efficace, ça va être là où je vais être le plus protégé, etc. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que je pense ? Je pense que la législation sur les armes, ce n'est pas une réponse à l'utilisation des armes par ces gens qui sont dont parle Kerset ou dont tu parles, c'est-à-dire par les terroristes, les criminels de manière générale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un criminel, par définition, ne se soucie pas de la loi. En fait, penser qu'un criminel... En fait, par exemple, reprenons les exemples des attentats du Bataclan. Est-ce que ces gens ont eu accès à des armes, à des AK-47 ? Oui. Est-ce que les AK-47 sont en vente libre en France ? Non. Est-ce qu'ils se sont souciés du fait que ce soit en vente libre en France ? Non. Quelle différence il y a eu ? La différence, elle a été dans les mains des gens d'en face. La différence, elle a été dans les victimes, dans l'utilisation que les victimes auraient pu faire d'une arme. La plupart des policiers, enfin, je ne sais même pas pourquoi je dis la plupart, l'intégralité des policiers qui étaient présents au concert en civil, il y a des policiers, n'avaient pas leur arme sur eux. Même les policiers étaient désarmés. Les Incroyable. agents de sécurité étaient désarmés. Les musiciens étaient désarmés. C'était des musiciens. Eagle of Death Metal sont des musiciens du sud des États-Unis, il me semble de Caroline du Sud, je ne sais plus d'où ils sont, qui ont des armes chez eux, etc. Qui ne pouvaient pas les prendre en France, qui n'avaient pas d'armes sur eux. Donc tout le monde était désarmé, excepté qui ? Excepté les terroristes, excepté les seuls qui, de toute façon, s'en fichent de la loi. C'est ça. En fait, lorsque vous interdisez les armes à feu, Vous les interdisez aux gens honnêtes, aux gens les qui respectent la interdisez aux loi. gens honnêtes. Et les gens qui respectent la loi, qui sont honnêtes, n'ont pas d'armes à feu. Donc, en gros, vous empêchez les gens qui veulent se défendre honnêtement de se défendre, mais vous n'empêcherez jamais les gens qui veulent se procurer des armes à feu et passer à l'acte de le faire. Cartoranos qui dit, nous en France, c'est le marché noir qui permet aux gens de s'armer. Non, c'est pas vrai. En France, il y a 1 million d'armes à feu en service. Il y a 1 million d'armes à feu légales en circulation en France. Est-ce que tu vois les gens les utiliser ? Non. Pourquoi ? Parce que ces armes à feu légales, elles sont détenues par des gens qui respectent la loi, par définition. Et les gens qui respectent la loi et qui possèdent une arme à feu ne sont pas plus dangereux que les gens qui respectent la loi et qui n'ont pas d'arme à feu. Il y a 1 million, tu te rends compte de ce qu'il y a ? Une personne sur 70 en France détient une arme à feu légalement. À ce que je sache, on marche dans la rue quand tu te fais tirer dessus dans la rue, etc. Ce n'est jamais par ces gens-là. Des faits divers de meurtre avec des armes à feu légales, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement rare. Ouais. Donc en fait, le problème, les armes à feu, elles sont autour de vous sans même que vous le sachiez. Et c'est dans la tête des gens que le problème, c'est l'arme à feu. J'ai vu une comparaison qui a été partagée par Colion Noir, il me semble, qui est un militant, un youtubeur texan, qui est avocat et qui est militant pro-armes. Et il disait, des loups rentrent dans une étable, attaquer des moutons. Okay, ils tuent des moutons, etc. Ils les mordent, ils les blessent, ils en mangent certains et ils repartent. Les moutons se rendent compte qu'ils ont été attaqués par les loups et que les loups ont utilisé leurs dents pour les blesser et pour les tuer. Alors les moutons décident de retirer toutes leurs dents. C'est exactement, je suis ça. désolé, En gros, mais c'est exactement ce qu'on fait. avec C'est-à-dire, les législations, vous désarmez les gens honnêtes, les gens qui veulent se défendre. mais ça n'a aucun sens, voilà, exactement. Donc l'arme est dangereuse, donc moi je vais pas en avoir. Mais encore une fois, je demande à tous les gens, après les attentats de Nice, à tous les gens qui louent des camions pour les déménagements, d'arrêter. Parce que vous n'êtes pas à l'abri de tuer 80 personnes dans un attentat. De ce que je comprends. De ce que je comprends, vous voyez, avec ce raisonnement. Ah non, c'est vrai. Et Juste une petite question là qui est intéressante pour rebondir sur ce que tu dis. C'est Vicenzo qui nous dit pourquoi les États démocrates sont plus stricts au niveau des armes que républicains. J'arrive pas à saisir. En fait, c'est très simple. Les États démocrates, c'est des États de gauche. Les États républicains, c'est des États de droite. Et c'est exactement l'avis qui diffère entre des personnes comme Baptiste et moi, et puis les gauchistes en France. Donc les États démocrates, ils sont plus sur l'émotionnel, ils sont plus sur l'interdiction, sur le contrôle, alors que les États républicains, ils sont plus dans la liberté individuelle, le droit de se défendre. Et j'aimerais te donner une petite statistique à ce niveau-là, c'est qu'il y a beaucoup d'États d'US avec très très peu de restrictions sur les armes à feu, et ce sont aussi les États où il y a le taux d'homicide le plus bas, comme le Vermont, l'Idaho,
l'Utah, le Wyoming, le Le Maine, Wyoming. le New Hampshire. Le Wyoming est numéro 1 en termes, il me semble, en termes de nombre d'armes comparé au nombre d'habitants. C'est l'État numéro 1, le Wyoming. Ouais, ben il est en bas de la liste en ce qui concerne le taux d'homicide. Évidemment. Évidemment. Et même quand les tueries arrivent dans des États armés, comme au Texas, c'est arrivé à Uvalde il n'y a pas si longtemps que ça, ce sont des endroits gun-free. Pourquoi dans des écoles? Tout simplement parce que c'est interdit, même dans les États républicains, de porter une arme dans les écoles. Et le débat est là. Et en fait, tout à l'heure, tu me demandais quelle est la solution. La solution de l'émotion, c'est de dire plus d'armes. Ma solution, et je le dis pas, je suis pas ni content ni pas content de le dire, c'est de dire plus d'armes. C'est terrible, mais en fait, s'il y avait simplement, puisqu'on a ce problème de sécurité, il faut y répondre par de la sécurité. Le problème de sécurité dans les écoles doit être réglé par la sécurité. Si quand vous avez des problèmes de raquettes dans les écoles, etc., vous mettez des surveillants. En fait, c'est aussi simple que ça, d'accord? Vous mettez un gardien. Pourquoi il y a des flics maintenant dans les stades ou des militaires dans les gares? Pourquoi il y a des militaires dans les gares? Des militaires armés dans les gares? Il y a eu un problème de sécurité, il y a des gens qui font des attentats, on y répond avec de la sécurité, c'est-à-dire avec des gens armés, tout autant armés, voire plus armés, mais du bon côté, tout simplement. Tout à Donc, fait. pourquoi ce qui s'applique dans les gares ne peut pas s'appliquer dans les écoles? S'il y a un problème, et c'est terrible d'en arriver là, et je suis le premier à le dire, je prie tous les jours pour vivre dans un monde où on n'a pas besoin de ça. Mais hélas, on en a besoin. S'il y a un problème de sécurité, qu'il y a des malades mentaux qui vont dans les écoles pour tuer des enfants, alors il faut un garde armé à l'entrée de l'école. C'est terrible, mais des policiers, ça Tout peut à être des fait. Et policiers, puis, ça on peut être des dit, gardes de la sécurité privée, mais c'est la solution. Pourquoi pas même des professeurs, ceux qui le veulent, puissent être autorisés, parce qu'ici, au Texas, il y a énormément de professeurs qui portent une arme dans la rue, etc., et qui ne la portent pas quand ils vont à l'école parce qu'ils n'ont pas le droit. Eh bien, il faut les autoriser, ces gens-là, ces professeurs-là, à pouvoir porter leurs armes à l'école. Et c'est terrible. Et on va dire, ah là, mais si vous prenez l'émotion, on va dire, ah bah d'accord, donc ça, ta solution, c'est des flingues dans les écoles. Mais et alors? Enfin, oui, c'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? non, mais de toute façon, c'est Qu'est-ce pas que vous triste, voulez que mec, je parce vous que dise? non, mais c'est même très, très rationnel parce que, des gens mauvais, des gens fous, il y en aura tout le temps, ça fait partie de la nature humaine, on peut pas l'empêcher, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut se défendre contre ces gens-là, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Est-ce que tu penses il y a jamais eu, de tuerie de masse dans des écoles où les profs étaient armés? Il y a jamais eu de tuerie de masse dans des écoles où il y a des surveillants qui sont armés? Non, bien sûr, Il y a évidemment. il y a des républicains qui proposent de simplement qu'il y ait une personne armée par école. Soit un professeur, qui a l'habitude de manier des armes, soit un garde de sécurité, qui est là pour ça. Et je vais te poser une question très simple. Toi, Baptiste, demain, tu as des enfants. Tu as 2 écoles qui sont à même distance, de même niveau. Tu as une école, qui propose d'avoir des enseignants armés pour pouvoir défendre ton fils ou ta fille, et tu as une école qui refuse de faire ça. Eh ben, je pense que tu choisiras très vite la première école. Évidemment, je choisirais toujours la sécurité. Bah, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, le niveau scolaire, etc. Mais puisque tu me dis que c'est deux écoles à même niveau, oui, évidemment. Et d'ailleurs, un autre exemple qu'on a très bien, c'est que par exemple, je vais prendre un exemple au Texas. Il y a 2 ans, un homme est rentré dans une église avec un fusil à pompe pour tuer des chrétiens. D'accord. Comme on a eu, nous, à Nice aussi. Alors, nous, c'est pas avec des fusils à pompe, mais Ah, c'est bon. des gens qui rentrent, qui tuent, qui attaquent les chrétiens. Il y en a eu à Nice, il y a eu des gens égorgés, il y a eu des prêtres égorgés. Il y a eu énormément d'attaques sur les chrétiens en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme qui assistait à la messe s'est levé, a tiré avec son arme sur l'assaillant. Point. Personne n'est mort, à part l'assaillant. Cet homme a été décoré par le gouverneur, par Greg Abbott. Il a eu la médaille du mérite du Texas pour service rendu. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et à Nice, si des fidèles avaient été armés, celui qui a égorgé les fidèles ou le prêtre, etc., ben, il l'aurait certainement soit pas réussi, soit au moins il aurait rencontré une certaine opposition. Et même, je vais aller plus loin, peut-être même qu'il ne serait pas venu. Bah oui, Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est la dissuasion. bah oui. La dissuasion. Si je sors un couteau en France, si je suis dans le train en France et que je veux racketter les gens, les voler ou les agresser, et que je sors un couteau, je suis le roi du monde. J'ai un couteau sur moi, personne ne va m'approcher, très peu de chance. Mmh. Maintenant, si je sais que potentiellement 50% du wagon a une arme à feu, a le droit de s'en servir, c'est déjà plus compliqué. Est-ce que vous allez, en tant que criminel, risquer votre vie pour simplement racketter quelques téléphones? Ou est-ce que vous allez vous dire non, c'est le mauvais endroit? C'est pour ça qu'il y Ben a oui, plein c'est pour la ça qu'il question y a se pose. c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font ça en France et il y a personne qui fait ça au Texas, ou au Tennessee, par exemple. Hem, je le répéterai jamais assez,
95% des tueries de masse aux États-Unis ont lieu dans des endroits où les armes sont interdites. C'est exactement ce que disait Baptiste, c'est la dissuasion. Un espèce de mec qui a envie de faire une tuerie de masse, il va aller dans des endroits où il est sûr qu'il y aura personne qui va répondre en retour. La meilleure solution pour éviter une tuerie de masse, c'est quelqu'un d'armé, de courageux qui sait se servir d'une arme. Un civil Mm. ou un professionnel, parce que si les civils, parce qu'en fait après, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus. Si on ouvre le port d'armes aux civils, eh bien on peut très bien, comme le permis de conduire en fait, n'importe qui ne peut pas conduire une voiture en France, il faut un permis de conduire qui est délivré par des entreprises qui sont des privés, mais qui ont une autorisation légale de délivrer ces permis, d'accord, de délivrer un titre officiel. Euh, donc, en respectant des critères, etc., ça pourrait très bien être la même chose pour les armes. Moi, j'y suis pas opposé. Je ne suis pas opposé à faire une formation pour les gens qui veulent le port d'armes. Je ne suis pas non plus opposé à ce qu'il y ait un background check, c'est-à-dire une enquête, comme on le fait pour la détention, sur les antécédents judiciaires, etc. Moi, je ne suis pas opposé à tout ça. Au Texas, c'est automatique, c'est dans la Constitution. Vous avez 21 ans, vous avez votre casier judiciaire vierge, vous n'avez pas d'antécédents psychiatriques, vous obtenez un permis de port d'armes directement, sans le demander. Moi, c'est pas forcément ce que je demande en France. Je veux dire, je demande à ce qu'il y ait le débat. C'est un petit peu comme sur les retraites, tu sais, où on disait, on n'est pas en train de dire il faut absolument capitaliser, etc. Mais on demande au moins à ce qu'il y ait le débat et que l'argument entre en compte. Moi, je demande à ce qu'il y ait un débat et qu'on décide de la clause légale. Je suis absolument pour le permis port d'armes en France. Après, j'ai pas toutes les solutions en poste. Je suis pas président de la République. Je suis pas Ouais, spécialiste de la sécurité intérieure. c'est là où on diffère, mec. Et puis c'est très bien aussi. Moi, par Oui, exemple, oui. je pense que n'importe qui a le droit d'avoir une arme à feu et que c'est pas à l'État de décider. Ah, moi aussi. Ok. Non, non, attention, la possession d'armes à feu, je suis pour qu'elle soit non réglementée. Moi, je parle du permis de la porter dans la rue, tu vois. Je pense que, par exemple, le fait qu'au Texas, quand tu aies des antécédents criminels, tu aies une interdiction de porter une arme dans la rue, ça je trouve ça normal. Je veux dire, quand un mec a braqué des banques ou a agressé des gens, etc., le fait qu'il perde son droit de porter une arme, je n'y suis pas opposé, je trouve que c'est complètement normal. Peut-être que toi, Ah, c'est pas ton cas. moi, ce que je pense, c'est là, pour revenir sur ce que tu disais, moi, je pense que l'État ne devrait pas t'obliger à faire une formation pour que tu aies une arme à feu quand tu es adulte et sain d'esprit. Et aussi, c'est déjà beaucoup ce qui se fait dans beaucoup d'États américains. C'est-à-dire que c'est plus facile d'obtenir une carte de vote ou une carte d'identité qu'un permis d'armes. Il y a quand même des vérifications qui sont faites. Il ne faut pas croire que n'importe quel fou rentre dans un magasin Bah, et comme j'ai s'achète dit, une arme à feu. ça dépend vraiment des États. Il y a aussi des États où il y a aussi la différence entre l'open carry et le conceal carry. Donc, c'est-à-dire, en fait, le fait de porter une arme visible ou une arme cachée. Le fait de porter une arme visible ou cachée. Donc, généralement, dans les États les plus libres sur les armes, les deux sont autorisés, comme au Texas. Il y a des États un petit peu plus restrictifs où vous êtes obligé de porter une arme visible, ce qui permet aux des policiers de savoir directement que vous avez une arme et pas, vous voyez, au premier coup d'œil. Donc tout ça, c'est des débats qu'on peut avoir. Moi, ce que je demande, à ce qu'on ait le débat. Ouais. Après, de savoir comment ça se passe, etc. D'ailleurs, Et, pour la petite actualité, Ron DeSantis, le gouverneur républicain de de Floride, Floride, dont vous avez souvent entendu parler sur les questions de Walt Disney ou du wokisme, vient d'autoriser le concealed carry en en Floride. Floride. Donc ça veut dire que tu as le droit d'avoir une arme dissimulée sur toi dans les lieux publics. Ici 90% des porteurs d'armes l'ont en conceal carry. Tous mes potes ont un conceal carry quasiment. Quand on porte des open carry, c'est généralement quand on va à la chasse, au stand de tir, etc. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, tout le monde a des conceal carry. Là, il y a Thomas Gli qui nous dit: «Le problème n'est-il pas qu'on ne devrait pas avoir besoin de se défendre nous-mêmes? On devrait avoir une justice efficace et véritable». Le problème, c'est que tu peux pas empêcher des gens mauvais. Il y aura toujours des gens mauvais, il y aura toujours des gens qui voudront du mal. Heu, En fait, j'aime donner cet exemple qui est très hardcore et après je te laisse répondre, Baptiste. C'est, prenons un exemple très basique. Tu as 10 mecs qui rentrent chez toi pour violer ta fillette et ta femme. Est-ce que tu préfères avoir le droit d'avoir une arme pour les défendre et leur mettre une balle dans la tête? Ou est-ce que tu préfères appeler la police et attendre 30 minutes? moi, je vais même aller plus loin. Je vais te dire, Thomas, euh, on ne devrait pas avoir un extincteur dans la voiture, on devrait avoir des pompiers efficaces. C'est vrai. On ne devrait pas avoir de route de secours, on devrait avoir des garages efficaces. Ça veut rien dire en fait. Les pompiers, il leur faut bien un temps pour être là, et il y a des endroits où il n'y a pas de pompiers parce qu'ils sont loin, le feu peut être plus rapide que prévu, etc. C'est bien d'avoir un extincteur en attendant les pompiers, évidemment.
Et la justice, c'est pareil. La justice, c'est après. C'est pas pendant, c'est pas la justice. Il y a pas un juge ou un avocat qui va venir te sauver quand tu te fais agresser. Ah ouais, tu Donc peux quand et puis tu peux il pas est avoir un 3 polici tu peux pas avoir un policier, à côté de toi constamment. exactement, quand il est 3 heures. En fait, voilà, bah, tout simplement, regarde. Le meilleur exemple que tu viens de donner, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, mon père est sicilien, d'accord. En Sicile, il y a un seul homme politique dans l'histoire de la Sicile qui a fait reculer la mafia en Sicile, c'est Mussolini. Sa solution, plus de policiers que d'habitants. C'est-à-dire que la seule chose qui a repoussé la mafia et la criminalité, sans donner le droit aux gens en fait de se défendre, parce que les gens ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes de la mafia était trop puissante, ben, c'est la suppression totale des libertés individuelles. Putain. Donc en fait, ce que tu proposes, c'est un policier par maison, c'est ça, fliquer tout le monde tout le temps. Oui, et je pense sincèrement que ça marcherait. Par contre, c'est pas du tout ce que je souhaite. Ce n'est absolument pas ce que je souhaite, je suis désolé. C'est un État Si le totalitaire. gouvernement a des caméras chez toi et qu'il y a quelqu'un qui regarde les caméras en permanence, tout ce que tu fais et tout, oui, il verra quand il y a un cambrioleur qui rentre, mais ce n'est pas ce que je veux. Et donc, à 3 heures du matin, quand un mec entre chez toi, en France, il y a des homejacking tout le temps. J'ai pas les statistiques, je les ai vues, je les ai oubliées parce que tu es beaucoup plus fort que moi pour noter les chiffres. Mais il y a énormément de homejacking. On a un taux extrêmement haut de gens qui rentrent dans les maisons, vous rentrez à 3 heures du matin, qui défoncent votre femme, qui vous défoncent, qui des fois tuent les propriétaires simplement pour vous voler. Je suis désolé, mais avoir une arme à feu chez soi, ça devrait être un droit inaliénable. Là, on n'est même plus sur la réglementation, etc., parce que vous n'êtes pas dans la rue, vous êtes chez soi. Le fait d'être dans votre propriété devrait vous donner absolument tous les droits. Là-dessus, je suis catégorique, je suis désolé, mais ça, par contre, là, il n'y a même pas de débat à avoir. C'est un non-sens absolu qu'en France, on n'ait pas le droit d'avoir les armes qu'on veut au sein de son domicile. C'est vraiment, et c'est une preuve de plus, s'il en fallait une, qu'en France, dans l'État socialiste français, les libertés, non, des droits à la propriété sont absolument bafoués. Ils n'existent même plus d'ailleurs. Hein, il n'y a plus de droit à la propriété parce que c'est quand même fou. Et comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, c'est comme si on vous interdisait d'avoir un extincteur chez vous sous prétexte qu'il y a des pompiers. C'est complètement fou. Vous êtes chez vous. Si j'ai envie de me balader avec une mitrailleuse chez moi, qu'est-ce que ça peut foutre, bordel de merde? Et ne me dites pas que c'est pour la sécurité des voisins, etc. Parce que je peux faire exploser mon chauffe-eau et buter les voisins tout pareil. Hein. D'accord. On vous interdit pas d'avoir un chauffe-eau. Donc faut arrêter. D'accord. Si je fais péter le gaz chez moi, si je mets le gaz à fond, d'accord, je vis dans un immeuble, si je mets le gaz à fond et que j'allume le briquet, je vais buter les voisins. Donc ce n'est pas une question de sécurité là. Là, c'est vraiment. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, attention à me banner pas Twitch en disant que je vais le faire. Je ne vais pas, je ne prône pas les gens de faire exploser le gaz. Ne le faites pas, d'accord. En plus, le gaz, ça coûte très cher. Mais je dis juste que ce n'est pas une question d'aspect sécuritaire. Là, c'est vraiment une question de liberté individuelle. Et je vais dire un petit détail que je ne sais pas si, pour une fois, peut-être c'est moi qui vais t'apprendre un truc, le guise. Avant 1950, la France était le pays le plus armé au monde. C'était les Français qui avaient le plus d'armes à feu pour habitant, d'accord, le plus de nombre d'armes à feu par habitant. Il y a eu une énorme campagne de démilitarisation après la Seconde Guerre mondiale. Mais avant 1950, Putain. c'était absolument normal pour absolument tout le monde d'avoir une arme à feu. Et Waouh. vous pouvez faire vos recherches vous-même. Ça a même failli être dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tu sais quoi par rapport à ça? Donc Oui, lors de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour eux, c'était tellement évident le droit de s'armer qu'ils ont décidé de pas le mettre. exactement. Et c'est vrai. Alors là, vous pouvez faire vos recherches vous-même. Hein. Mmh. C'est la vérité. C'est fou, c'est fou. Donc pour résumer, Donc les gens qui disent oui, mais nous en France, c'est pas dans notre culture, blablabla, non, ça n'a rien à voir. C'est une question de changement de régime. C'est absolument pas une question de culture. C'est absolument pas une question de comment les gens. Parce qu'en fait, imaginez-vous 5 minutes venir d'un pays où les couteaux sont interdits. Imaginez que vous ayez grandi toute votre vie dans un pays où, pour les mêmes raisons que les armes, les couteaux sont interdits. Si vous veniez en France, vous seriez choqué en disant non mais les Français c'est des oufs, ils ont tous des couteaux chez eux. bah oui. Tu te balades en forêt, tu as des bûcherons avec des haches. Je sais pas si vous voyez, les mecs ont des haches dans leur coffre. Même dans les écoles, il y a des haches de pompiers pour casser les portes, des fois sous verre, etc. Vous seriez choqué par tout ça. Vous seriez choqué comme aujourd'hui avec vos yeux de Français socialisés. Je sais pas si ça se dit. Vous êtes choqué quand vous voyez les États-Unis et j'entends, et y compris des droitards, hein, dire ouais mais les Américains avec les armes c'est n'importe quoi, blablabla. Mais la France en 1950 c'était ça, c'était normal. C'était hier, Et c'était il y a hier. encore pas si longtemps et bien après 1950, vous pouviez acheter une arme à Monoprix. Il faut pas l'oublier ça. Nos anciens l'ont connu. Nos anciens l'ont connu. Ouais. D'ailleurs, quand les Allemands, ont pris le contrôle de la France, dans la Seconde Guerre mondiale, heu, la première chose qu'ils ont faite, c'est interdire les armes à feu en France. Toutes les personnes qui avaient une arme à feu étaient exécutées si elles la rendaient pas
et ils ont réussi à le faire parce que l'État français avait un registre de l'ensemble des personnes qui avaient une arme à feu. Ouais. Comment vous croyez que la résistance française s'est armée? Vous croyez que c'est l'armée qui les a armés? Non, ils étaient déjà armés, en fait. Ils ont pu résister parce qu'ils étaient déjà tous armés et on en vient d'ailleurs c'est exactement pour ça que le second amendement existe aux États-Unis. À la base, le second amendement n'existe pas pour la défense personnelle, des gens. Le second amendement, il existe, pourquoi? Dans la Constitution, il est extrêmement spécifié que le second amendement et le droit de porter une arme existent en cas de changement de régime, en cas où un tyran prendrait la tête des États-Unis pour que le peuple puisse se défendre. Parce qu'il y a ça aussi, ça doit rentrer en compte. Ouais. Tout le monde se plaint aujourd'hui de la façon dont la répression est faite dans les manifestations, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une violence policière ou qu'il n'y en a pas. Vraiment, je ne veux même pas rentrer sur ce débat. Mais considérant qu'il y en aurait une, il y en a une parce que les gens n'ont pas de droit de réponse. Bah oui. C'est-à-dire que demain, au Texas, si les gens manifestent, ça n'arrive pas parce que les gens sont contents de leur sort, mais imaginons qu'il y ait une grande manifestation. Mais vous ne pouvez pas réprimer les gens en leur tirant dessus parce que les gens Impossible. sont armés. Ah bah, les gens vont se Donc vous êtes rebeller. obligé de Les discuter gens vont avec se eux. rebeller. D'ailleurs, la première chose que font les dictateurs quand ils arrivent au pouvoir, que ce soit Hitler, Mao, ou peu importe lequel, c'est l'interdiction des armes à feu. Parce qu'ils savent que c'est la meilleure façon pour contrôler un pays, une population. Il y a quand même un bon paquet d'arguments en notre faveur. Et en fait, tout ce qu'on vous dit là, finalement, ce n'est que du rationnel. On n'est que dans le rationnel. Moi, par exemple, je suis assez friand d'armes à feu pour le loisir, pour la chasse, etc. Ça rentre même pas en compte. J'ai des gens, moi, j'ai beaucoup d'amis ici qui portent des armes, mais qui n'en ont absolument rien à foutre des armes à feu. Ça les amuse pas du tout. Mais alors, pas du tout. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être passionné, etc. Donc, autant moi, je ne mets pas d'affect dans mon raisonnement, autant j'aimerais qu'en face, ce soit la même chose. Et parmi vous, vous entendez nos arguments intelligemment, vous posez des questions intelligemment, mais vous verrez que ce débat, on ne peut pas l'avoir, parce que malgré tout ce que je viens de citer, vous avez des gens qui vont vous dire à la fin, et ça, je suis désolé d'en revenir à la chasse, mais c'est souvent le même principe, une fois entend tout ça, vont dire « Ouais, mais enfin, tu m'empêcheras pas de penser que c'est pas normal d'avoir une arme de guerre. » Point. Vous voyez? Et là, en fait, vous êtes bloqué. Les gens bottent en touche. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps. C'est qu'en fait, vous les mettez au pied du mur face aux statistiques, face à une réflexion rationnelle. Et à la fin, tout ce que vous aurez, c'est de l'émotionnel. C'est ce qui arrive pour énormément de sujets, hélas. Exactement. Bah, pour rebondir là-dessus, moi personnellement, j'ai jamais eu d'arme à feu. J'estime pas en avoir besoin dans ma situation précise, mais j'ai pas envie d'interdire les gens qui ressentent le besoin d'en avoir pour se défendre, d'en avoir. Et moi, en France, je n'ai jamais eu l'autorisation de porter une arme à feu et je l'ai toujours fait, illégalement. Moi, je le dis parce que maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Tu le laisseras ou pas. Moi, j'ai toujours eu une arme en conceal carry sur moi en France. Toujours. Waouh. Parce que j'estimais en avoir besoin, justement. Et qu'en fait, quand je suis dans ma voiture et qu'elle est en feu, j'attends pas l'autorisation de l'État pour en sortir. Tout simplement. Donc j'avais une arme à feu, et si j'avais eu à m'en servir, j'aurais pas pensé à une histoire de législation, de légitime défense, etc. Moi, mon adresse était en ligne. Il faut savoir que mon ancienne adresse a été mise en ligne par l'extrême gauche. Putain. Plein de choses comme ça. Max Stewart, qui est un ami à moi, qui dit moi aussi, mais ça compte pas, je suis portugais. Parce que c'est vrai, il est portugais, il est né au Portugal. Mais peu importe. Je m'en serais servi si j'avais eu besoin, parce que en fait, la question ne se pose pas. Je ne vais pas laisser ma femme se faire violer sous prétexte d'une législation. Vous voyez, enfin, c'est complètement fou. Parce qu'en fait, même s'il existe, et je vais dire, en France, les statistiques de criminalité, d'agression, etc., sont extrêmement élevées. Mais si elles étaient extrêmement basses, comme ici au Texas, parce qu'ici au Texas, la plupart des gens ont une arme, mais finalement, le risque de se faire agresser est extrêmement faible. Si vous êtes dans le 0,001% de chance, le jour où ça arrive, moi, je n'ai pas de roue de secours dans ma voiture en espérant crever. D'accord? J'en ai une au cas où, parce que le jour où ça arrive, si vous n'avez pas de roue de secours, vous êtes baisé. Et rester en panne sur l'autoroute pendant 3 heures, c'est une chose, mais mourir ou être gravement blessé, ou voir des gens que vous aimez mourir ou être gravement blessé, c'est vraiment, vraiment, vraiment grave. Vous voyez, là, vous n'avez pas de deuxième chance. On n'est Oui, pas dans un jeu les vidéo, vous gars, avez qu'une seule vie. les gars, vous avez qu'une seule vie, vous avez qu'une seule copine, vous avez qu'un seul père, vous avez qu'une seule fille. Est-ce que vous voulez que l'État vous enlève le droit de pouvoir les défendre? Il y a Jésus 976, et j'espère que c'est ton vrai prénom, Jésus, parce que Jesus. sinon c'est vraiment abusé de s'appeler comme ça, qui dit on attend les solutions en France maintenant, quelles sont l'alternative? On vient de le dire en fait. L'alternative, c'est simplement de délégiférer la possession d'armes à feu en France, de laisser les gens posséder une arme à feu, de réimplanter la culture des armes et de la légitime défense,
Évidemment, du coup, il faut que le package de loi aille avec. Sur la ligne, il faut délégiférer aussi la légitime défense, etc. Il faut que ce soit pour les policiers, pour les civils, etc. Il faut en fait refaire une politique de légitime défense dans sa globalité, évidemment. Pour moi, la solution, elle est là, évidemment. Ouais, bah, écoute, j'aimerais résumer un truc super intéressant que tu as dit tout à l'heure, qui était très, très, très bien dit. C'était dans tous les cas, vous n'allez pas en pouvoir empêcher les malfaiteurs de s'armer. Donc, il y a 2 solutions. Soit vous avez un État totalitaire qui contrôle tout, soit vous laissez les citoyens s'armer. C'est les 2 seules options. La deuxième est évidemment bien plus morale. En tout cas, la deuxième, c'est celle qui nous convient, nous. Après, vous êtes libre de penser autrement. Je veux dire, globalement, c'est vrai que la gauche, qui historiquement a été beaucoup plus engagée dans les libertés individuelles en France, aujourd'hui, on voit que la gauche prend vraiment le tournant de la législation, de la restriction, etc. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir. Aujourd'hui, les gens qui militent pour moins de liberté d'expression sur Internet, c'est la gauche. Moins de liberté personnelle, c'est la gauche, etc. Donc après, c'est une opinion. C'est une opinion qui existe en France, c'est-à-dire d'aller de plus en plus, et c'est ce qu'on fait, vers un État totalitaire. C'est ce qui se passe. Et à voir comment tout ça va évoluer. Ouais, exactement. La liberté individuelle ou le contrôle étatique. De mon point de vue, la question, elle est vite répondue. Oui. On vous donne les éléments pour que vous puissiez réfléchir par vous-même. On peut passer peut-être au prochain sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ça. Sauf si tu as d'autres choses à dire. Moi, je voulais juste rappeler aux gens qu'il y a plus de mass shooting par habitant en France qu'aux US, qu'il y a beaucoup de pays où les gens sont beaucoup plus armés, très armés, où le taux d'homicide est très très bas, donc il n'y a pas de corrélation avec ça. Comme en Suisse ou en Finlande. Exactement. Je voulais aussi rajouter un petit élément. Pour moi, la solution pour revenir aux écoles, c'est tout simplement de laisser le choix aux écoles. Vous avez des écoles. Si des écoles estiment qu'elles ont envie d'avoir des personnes armées pour défendre les enfants, très bien. Et ensuite, les parents décident quelles écoles ils préfèrent pour mettre leurs enfants. En gros, pour moi, la solution, c'est souvent le marché. Euh, je peux vous garantir que lorsque vous êtes un juif qui habite à Toulouse, lorsque vous avez un gars qui est rentré pour tuer vos enfants uniquement parce qu'ils étaient juifs, vous auriez été bien content que les gens soient armés dans l'école pour pouvoir les défendre. La personne ne serait probablement pas venue faire cet attentat. Et de deux, même si elle était venue, elle se serait fait très probablement arrêter assez rapidement. Et puis même sans parler des attentats, les micro-agressions ou les agressions quotidiennes, les violences individuelles, c'est-à-dire des gens qui meurent dans la rue parce qu'ils se font tabasser, parce qu'ils se font planter, des femmes qui se font violer, etc. Tout ça, il n'y a même pas de débat à avoir sur le fait que statistiquement, tout ça baisserait au maximum. Les États aux États-Unis, avec les agressions les plus élevées, les vols les plus élevés, les viols les plus élevés, sont tous les États avec les législations sur les armes les plus importantes. Chicago, c'est le meilleur exemple. C'est la ville la plus dangereuse, il me semble, des États-Unis. Tu me corriges si j'ai tort. C'est aussi une des villes avec la législation sur les armes la plus extrême. Il n'y a absolument aucune chance de tomber sur un civil armé à Chicago, sauf si c'est un criminel. Comme en France d'ailleurs. Les criminels ont carte blanche lorsque les armes sont interdites. Et je confirme ce que tu dis. Chicago, ville avec le plus haut taux d'homicide aux États-Unis, est aussi une des villes avec le plus de légifération sur les armes à feu. Voilà. Et d'ailleurs, une dernière statistique que tu pourrais donner, c'est le fait aussi que les crimes ne sont pas liés à la possession d'armes. Parce qu'en fait, il y a un truc très simple pour vérifier ça, c'est qu'en fait, dans les États où il y a plus de meurtres par arme à feu, c'est aussi les États où il y a le plus de meurtres sans arme à feu. En fait, non mais c'est vrai, Ah ouais. le taux d'agression, le taux de meurtre ne coïncide pas avec la possession d'armes. En fait, c'est simplement la violence qui est omniprésente pour d'autres raisons. Et alors là, il y a plein de débats à avoir sur pourquoi, comment, etc. Les armes, le fait que les civils n'aient pas d'armes, c'est une des réponses. Il y a plein d'autres réponses aussi. Dans l'aspect sécuritaire, législatif, tout, hein, évidemment. Mais ce n'est pas corrélé, en fait. Les endroits où les gens ont envie de tuer d'autres gens, ils le font avec ou sans armes de la même façon. Tout à fait, 100%. Je voulais aussi rajouter un petit élément pour revenir au fait que la personne était une personne qui s'identifiait de l'autre sexe, une personne trans. Il y a quelque chose qui m'a très très étonné, qui m'a pas étonné, mais Choqué. que j'ai trouvé, qui m'a pas choqué non plus, mais que j'ai trouvé mauvaise parce que je m'y attendais de leur part. Mais c'est la réaction de Biden et la réaction des porte-parole de la Maison Blanche. J'ai même pas écouté. La première chose qu'ils ont dit, c'est
On est de tout cœur avec la communauté trans qui va se faire attaquer de tous bords. Oh, c'est le pas d'amalgame classique. Nous, on l'a à chaque fois, à chaque attentat, on a le droit. Je suis de tout cœur avec les musulmans qui vont se faire attaquer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On a l'habitude, quoi. Ouais, mais C'est la rhétorique leur de premier justice. réflexe, c'est pas une pensée pour les chrétiens qui se sont fait attaquer, c'est Non. pour les trans qui vont se faire attaquer Ouais, ouais. Bah, moralement. ça. C'est comme en France, lorsque tu as un attentat islamique, comme tu dis, beaucoup de médias, beaucoup de politiciens disent on est de tout cœur avec les musulmans. Cependant, quand on regarde les chiffres, c'est les communautés juives et chrétiennes qui se font bien plus agresser en France que les communautés musulmanes, proportionnellement au nombre de pratiquants. Voilà, pas de touche d'espoir, désolé pour vous, hein. Si vous vouliez de l'espoir, faut changer d'émission, hein. Les influenceurs en mode oui, mais non, tout ça va aller mieux dès qu'on aura plus de députés, dès qu'on sera élu, c'est pas nous, hein. Ça, il faut aller voir du côté de chez Damien Rieu. Nous, désolé, mais on est dans la véracité statistique, voilà, sans émotion. Exactement. Nous, on pense que ça ira mieux quand il y aura moins de députés, quand il y aura moins d'États, quand vous aurez plus de liberté. Eh oui, eh oui. Pour passer à la partie 2, Oui. projet de loi sur les influenceurs. Donc, c'est un projet de loi dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Est-ce que tu peux nous présenter ça, Baptiste? Qu'est-ce que ça Alors, implique? je préfère que ce soit toi qui en parle, parce que je sais que tu t'es renseigné sur le projet en lui-même, plus que moi, parce que tu m'as donné 2-3 détails que j'avais pas. Donc si tu veux présenter le projet, c'est peut-être mieux. Ouais, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une petite vidéo qui présente le Ah, projet pour tous. Ça va être très très clair, vous allez voir. très bien. Il était important de réguler la façon dont ils vont prescrire, recommander des produits ou des services. Il s'agit ici de protéger le consommateur parce que, en particulier chez les jeunes, ils n'ont aucun moyen de savoir si les produits et les services recommandés par les influenceurs sont de bonne ou de mauvaise qualité. Désormais, le marketing d'influence va devoir se réguler. Les publicités pour de l'alcool devront respecter les mêmes règles que pour la télévision. La promotion de la chirurgie esthétique sera interdite. Fait les lèvres, mais j'ai rarement vu des lèvres aussi bien faites. De même pour le tabac. Interdit aussi d'utiliser des filtres qui améliorent artificiellement le visage lorsque l'on fait la promotion d'une crème, par exemple. En cas de manquement, les influenceurs risquent jusqu'à 300 000 euros d'amende et 2 ans de prison. Leur représentante juge ces mesures trop strictes. L'objectif, c'est de faire en sorte que le métier ne soit pas bridé. C'est porteur d'énormément d'emplois aujourd'hui, les créateurs de contenu. Première réaction de ma part, et après je te laisse réagir directement. Moi, ce qui me choque déjà, c'est quand je vois qu'ils veulent interdire les gens d'utiliser des filtres pour faire la promo de choses, comme si les publicitaires n'utilisaient pas déjà Photoshop ou plein de choses de ce type pour faire la promotion de leurs produits. Je te laisse réagir, Baptiste. En fait, le vrai problème déjà, c'est que le mot influenceur est galvaudé. Influenceur, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Aujourd'hui, influenceur, c'est quelqu'un qui a de l'influence via Internet. Point. Donc ça peut être des gens qui sont connus pour plein d'autres raisons. À partir du moment où un chanteur qui passe à la télé, etc., a un compte Instagram et vous dit bah moi j'écoute telle musique, achetez tel album, ça devient un influenceur. Moi, le Guise, en tant que créateur de contenu, on est créateur de contenu. Moi, je suis réalisateur, entre guillemets, hein. Je réalise des vidéos YouTube et je fais de la vraie réalisation. Voilà. Je suis un influenceur, mais les Marseillais à Miami, des gens de la télé-réalité qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont aussi influenceurs. Donc en fait, ça regroupe déjà tout et n'importe quoi. Ça regroupe des gens qui sont connus sur des médias totalement différents, pour des raisons totalement différentes, des animateurs de radio, des sportifs, des créateurs de contenu, des gens de télé-réalité. On est tous influenceurs. Donc déjà, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème là-dessus. Ensuite, en fait, pourquoi cette loi a été créée? Pour les abus qu'on connaît des influenceurs et qui sont, en fait, quand on dit influenceurs, on parle des gens de télé-réalité, des saloperies, qui habitent à Dubaï, etc., de toute cette clique qui font des produits qui font des pubs pour tout et n'importe quoi. Et donc, en fait, on sait qu'il y a eu énormément d'abus. On a vu des influenceurs de télé-réalité vendre des produits soi-disant qui guérissent le cancer, des abus avec la chirurgie esthétique, etc. Donc, on peut en parler, il y a un problème là-dessus, c'est vrai, etc. Seulement, la solution, c'est toujours la même en France, on interdit. On interdit tout à tout le monde, sans faire de différence, sans différenciation, et voilà. En fait, c'est n'importe ça. Et du coup, bah, une chose tu pourrais partir d'une bonne intention, de dire attention, il faut qu'il y ait. Moi, par exemple, je suis pour l'interdiction de la publicité mensongère. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose pour lesquels je suis pour l'interdiction en France, mais la publicité mensongère en tant que telle, si je vous vends un yaourt en disant que ça guérit le cancer, oui, voilà, je suis pour que ce soit interdit à la télé, je suis pour que ce soit interdit sur Internet.
Bon, après, on pourrait très bien dire que les gens peuvent être assez intelligents pour comprendre que c'est vrai ou pas vrai. Mais après, il peut y avoir des choses plus subtiles. Hein, je peux vous vendre une huile pour voiture. Je suis mécanicien, je vous vends une huile en disant cette huile-là, vous pouvez la changer que tous les 50 000 km, alors qu'en vrai, il y a 20 000 km de durée de vie. Bah là, c'est déjà plus subtil comme différenciation. Vous pouvez, même en étant intelligent, etc., si vous n'avez pas les capacités techniques, d'être pas un mécanicien, vous ne pouvez pas le savoir, vous allez avoir des problèmes avec votre voiture, ça peut être dangereux. Donc là-dessus, la publicité mensongère en tant que telle, je n'y vois pas de problème. Le problème, c'est que où est-ce qu'on met cette limite? Parce que quand on vous vend un yaourt à la télé avec du bifidus actif qui aide à la digestion, il n'y a absolument aucune preuve qui existe de ça. Aucune, zéro étude, rien. Et même quand il y en a, c'est pas du tout concluant. Les crèmes amincissantes, etc., tout ça, c'est vendu à la télé. Les mascaras qui volumisent les cils, ils sont 4 fois plus... on vous dit des chiffres comme ça, ouais, 4 fois plus grands. C'est faux. C'est faux. Donc c'est de la publicité mensongère. Donc là, il n'y a pas de souci par contre. Il n'y a pas de souci. Comme il dit, on parle dans cette loi d'interdire les filtres, pas de les interdire, mais de devoir préciser quand on utilise des filtres. Non, 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 Ça non. voudrait dire que... Non, d'interdire les filtres quand on fait la promotion de produits esthétiques, pour pas s'embellir et faire croire que Ah ok, mais parce que j'ai vu que sinon, quand c'est pas des produits esthétiques, il faut au moins préciser qu'on utilise un filtre. Ok. Ça voudrait dire que moi, par exemple, si je mets une photo avec un pull Terre de France, si j'utilise un filtre de couleur, genre sépia ou n'importe quoi, il faudrait que je précise que j'ai utilisé un filtre. Ça n'a aucun sens parce que, comme tu l'as dit, les publicitaires le font en permanence. Mais oui. Les images que vous voyez à la télé, elles sont extrêmement retouchées. Quand tu vois Nathalie Portman sur une publicité Dior, elle est retouchée à fond la caisse. Et même sans ça, quand vous allez sur un plateau télé, moi j'en ai fait des plateaux télé, je peux vous dire que la couche de maquillage qu'on vous met, elle est énorme. Elle est énorme. Les gens que vous voyez à la télé ne sont pas comme ça en vrai. Pas du tout. Mais pas du tout. Et d'ailleurs, même quand vous êtes en direct sur le plateau, à la caméra, ça passe. Mais quand vous êtes en direct sur le plateau, ça fait très bizarre les têtes des gens. Parce que les gens sont orange. Et après, avec vous voyez, on change la colorimétrie, etc. pour qu'à la télé, ça passe correctement. Mais quand vous vous voyez dans la glace, vous vous reconnaissez même pas. Ah ouais. Il vous faut une demi-heure, et je rigole pas, pour vous démaquiller. Wow. D'accord? Donc tout ça, ça va, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment, voilà, ça va être encore un gloubi-boulga. Ensuite, les médias, on sait que la télé fait la guerre à Internet parce que tout simplement parce qu'on les remplace, qu'on est plus productif, plus intéressant qu'eux, etc. Donc, vous voyez BFM qui dit je sais pas si c'était BFM ou je sais pas quelle chaîne que tu as mis, qui dit leur représentant. Mais quel représentant? De quoi tu parles? Là, on a la personne qu'on a vu parler, c'est une personne qui dirige une boîte, une régie publicitaire pour certains influenceurs. C'est absolument pas un représentant. Elle me représente pas. Elle représente pas le Guise. Elle représente pas Florent Pagny quand il fait des stories Instagram. Non, mais qu'on soit bien d'accord. Elle représente pas Raphaël Nadal quand il poste ou Kylian Mbappé quand il poste sur Twitter. Bah oui. Donc, quel rapport? Comment ça, notre représentant? Donc, il faut encore, il faut déjà commencer à différencier tout ça. Et encore une fois, ne pas être dans la surréglementation qui est stupide. Et on parlait tout à l'heure, je te faisais une petite blague en début d'émission en disant le coup de représentant en France. Alors, dans les lois, il y a notamment dans le truc de loi le fait que pour des influenceurs qui vivent à l'étranger, donc comme nous par exemple, il faudrait un représentant, c'est ça que tu disais, hein, Ouais. il faudrait un représentant en France. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un représentant sur le territoire français. Ça peut être mon frère, mon père, qui dit je suis le représentant du Guise. c'est de la merde. Et moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est à partir de quel moment on est considéré influenceur? Je pense. Est-ce qu'il y a un nombre d'abonnés? Est-ce qu'il y a quoi? Comment à partir de quel moment on passe de un mec qui poste sur ses réseaux Ça à un influenceur? ça dépend des pays. Par exemple, en Angleterre, tu es considéré comme influenceur à partir du moment où tu as 30 000 abonnés. En France, tu es considéré comme influenceur à partir du moment où tu fais de la promotion de produits. Peu importe le gain que ça te rapporte. Et donc, si tu fais de la promotion de produits gratuite, est-ce que tu es un influenceur? Ah ben ça, je pense pas, mais à vérifier. Et si À tu fais vérifier, à la vérifier. promotion de produits qui ont des avantages en nature? Par exemple, moi, je suis chocolatier. Je vais voir mon pote, qui n'est pas influenceur, qui a 200 abonnés sur Instagram, et je lui dis, écoute, tu peux mettre une story comme quoi mes chocolats ils sont bons et je te file une boîte. Alors ça devient un influenceur? Je pense Vous voyez, c'est là qu'on devient, c'est là que ça devient débile. Non, C'est de là toute que ça façon, devient débile. de toute façon, dès que c'est légiféré, ça s'adapte pas aux centaines de cas, aux millions de cas particuliers qui Ça existent. devient stupide. Il y a 3 éléments que j'aimerais apporter. Le premier, c'est comme tu disais, Baptiste, c'est le même raisonnement qu'avec les armes à feu. Comme il y en a une minorité qui font de la merde, ils les interdisent pour tout le monde. Comme il y a certains influenceurs qui font de la merde, ils veulent légiférer pour tout le monde. Deuxième élément, est-ce que c'est à l'État de vous dire ce que vous avez le droit de consommer ou pas? Est-ce que c'est à l'État de vous dire quelles publicités sont bonnes ou mauvaises pour vous? L'élément que j'ai à vous apporter à ce niveau-là, c'est la réputation. Une marque, si elle fait de la merde, elle a une réputation de merde, les gens vont aller consommer ailleurs. Un influenceur, s'il vend de la merde, personne va lui racheter des produits par la suite.
Donc il y a, en fait, on n'a pas besoin. Après, le problème dans ce que tu dis, c'est qu'il faut le discernement. Et comme je l'ai dit, sur certains produits, c'est possible, mais on le voit très bien. Aujourd'hui, les influenceurs les plus populaires en France, ceux qui ont le plus de vues, qui ont le plus de stats, vendent de la merde. C'est la vérité. Les gens de télé-réalité, comme leur public est stupide, parce qu'il faut le dire à un moment, les gens qui suivent des gens de télé-réalité sur les réseaux qui achètent leurs produits sont des gens avec un QI très bas, avec des connaissances culturelles très basses. Non, mais c'est vrai, ce sont des gens bêtes. Et en fait, les gens bêtes, ils réagissent comme des gens bêtes. Et ces gens-là, donc le truc, c'est de savoir est-ce que c'est à la loi de pallier l'intelligence ou pas pour ce genre de choses. Mais comme je l'ai précisé avec lui, en prenant l'exemple de l'huile de vidange, ça peut être plus technique aussi, tu vois. Ça Ouais, peut être non, plus bah, mec, technique parce que aussi. je veux dire, la loi, elle peut se tromper. Elle peut t'interdire quelque chose, Je suis d'accord. alors qu'au final, c'est quelque chose de très bien. Je veux dire, n'importe qui peut aller au supermarché et acheter de la merde. T'as plein de merde au C'est ça. supermarché que tu peux acheter. Genre, c'est pas parce que c'est sur Internet que ça doit être plus légiféré. Euh, je voyais un commentaire passer tout à l'heure. Euh, le vrai problème, c'est que les Français, en fait, ils sont déresponsabilisés. Il y a l'État maman qui leur dit ce qu'ils peuvent acheter, ce qu'ils peuvent pas acheter, ce qu'ils peuvent consommer, ce qu'ils peuvent pas consommer. Du coup, ils arrêtent de réfléchir. Et puis, au final, ce serait aux familles de venir interdire aux enfants d'acheter de la merde sur Internet. C'est-à-dire, un enfant, il n'a pas de carte de crédit, un enfant, il est quand même limité. Si tu veux l'interdire d'acheter un truc, ben, c'est à la famille de décider, c'est pas à l'État de décider. Exactement, exactement. Et en fait, toute cette loi finalement vient sur ce débat. Toutes ces réglementations viennent sur ce débat, sur le fait de l'État décide à votre place. Et ça, c'est le problème. Et j'en parle dans mon livre et j'en parle depuis longtemps dans les interviews. C'est le problème des Français qui veulent être maternés et qui vendent de la liberté contre du confort. En fait, la liberté et le confort, ce sont deux jauges concomitantes. On ne peut pas en avoir l'une sans vendre l'autre. D'accord. Donc, soit vous avez le confort que l'État décide absolument à votre place de tout, et au moins, et c'est le syndrome de l'esclave, au moins, vous prenez pas de risques. C'est-à-dire, on vous dit comment survivre, on vous dit quoi consommer, on vous dit quoi faire, etc. Vous avez juste à suivre, vous n'avez pas à réfléchir, mais vous n'avez plus la liberté de choisir. Soit vous avez la liberté de choisir et vous prenez le risque de vous tromper. En France, on en arrive à un point tellement énorme que l'État vous dit où marcher dans la rue. Je ne sais pas si vous réalisez, parce que en France, par exemple, on fait des lois sur traverser en dehors du passage piéton, on fait des lois sur où vous avez quand il y a un fossé en France, il faut qu'il soit indiqué. Attention ravin. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ce panneau, vous allez vous jeter dans le ravin? En fait, quand vous avez un lac en forêt, il y a écrit baignade interdite. Pourquoi c'est interdit? J'ai pris cet exemple, je crois que c'est dans mon bouquin ou dans un interview où je faisais la promo de mon bouquin, je prenais cet exemple. Pourquoi on a des panneaux baignade interdite pour des étangs au milieu de la forêt? Des étangs qui sont soit à personne, c'est-à-dire enfin à l'État, dans des forêts communales, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça devrait pas être interdit de se baigner dedans. Le vrai panneau devrait dire, enfin entre guillemets, il devrait pas y avoir de panneau, mais s'il y avait un panneau, de dire se baigner dans un étang dont vous connaissez pas la profondeur ni le fond peut être dangereux parce qu'en fait il peut y avoir de la vase, vous pouvez rester coincé et potentiellement vous pouvez vous noyer. D'accord? Plutôt que de laisser les gens être assez intelligents pour se dire ok, il faut pas que j'aille me baigner, je peux m'enfoncer dans la vase, etc. Il faut que je fasse gaffe, ou alors si j'y vais, que je tâte le fond tranquille, etc. Que je mette des bottes, j'en sais rien. On préfère dire oh bah c'est interdit, voilà, ne vous emmerdez pas, c'est interdit. Et ça, cet exemple, il est valable pour absolument tout. Plutôt que vous laisser le discernement et le choix et la possibilité de comprendre ce qui se passe et de choisir pour vous ce qui est le meilleur, on préfère tout simplement vous interdire ou légiférer. C'est plus simple. Ça a été la politique entière du Covid. Voilà, plutôt que de dire ici au Texas, on a prévenu les gens. Ici au Texas, pour le Covid, on a dit écoutez les gars, essayez de ne pas vous rassembler à trop. Essayez, quand, si possible, de porter des masques quand vous pouvez, etc. Parce que voilà, pour la propagation. En France, on a juste dit non, mais c'est interdit. Voilà, vous n'avez plus le droit de manger en famille, c'est interdit. C'est plus simple. C'est plus simple plutôt que de laisser les gens comprendre. Mais Attends, mais un petit là où parenthèse là-dessus, au final, des pays comme la Suède ou des États comme le Texas ou la Floride, ils n'ont pas eu plus de morts que les ah non, pays qui non, ont bah tout après, c'est interdit. encore un autre débat, mais évidemment, Ouais. évidemment. Mais le truc, c'est quand moi, je crois par contre qu'en France, aujourd'hui, les gens ne sont plus capables de discernement. Les gens sont tellement maternés que les gens en réclament de ça. Les gens, s'ils tombent dans ce fameux ravin ou s'ils se noient dans ce fameux étang, ils vont se retourner contre l'État en disant mais c'était pas écrit. Mais c'est vrai, Bah, c'est ça, mais c'était ouais, pas écrit. génération après génération, on fait des enfants qui dépendent de l'État. Quand je parle des enfants, je parle des adultes, hein, de tous les Français. En fait, plus tu enlèves de responsabilité aux gens, plus ils perdent de discernement, et puis ils naviguent dans la vie sans vraiment réfléchir, en se laissant guider par les directives de l'État. Nicolas 05 190 a raison. Il dit c'est pour se déresponsabiliser. Mais c'est ça.
La déresponsabilisation, c'est le confort. Et les gens troquent le confort contre la liberté en France, et depuis des années. Et de temps en temps, ils gueulent. Ah, mais attendez, j'ai plus le droit de faire ça. Mais les Français, nous avons choisi, je dis nous parce qu'on est Français, hein, même si c'est évidemment moi, je suis contre, mais nous avons choisi tout ça. Nous avons dit oui à tout ça. Nous avons dit que la ceinture de sécurité doit être obligatoire. Ouais. Plutôt que de dire aux gens, attention, il y a plus de chances de mourir sans ceinture, regardez les statistiques, regardez les crash tests, etc. C'est quand même mieux de porter la ceinture de sécurité. On a dit, bah, c'est obligatoire. Vous emmerdez pas avec ça, c'est obligatoire. Voilà, point. Mais Ouais, et pas grave, il y a, souvent, il y je a- il y a- pense il y a- il y a Loïc 791 qui nous raconte une petite anecdote. Mon père, conducteur de travaux, a fini en garde à vue car le panneau de traversée piéton n'a pas été mis et un piéton s'est fait faucher. alors qu'une tranchée était au milieu du trottoir, il avait juste à changer de trottoir 10 mètres plus haut, mais il fallait un responsable. Voilà. Ben voilà. On en vient à ce genre de choses. Mais Ouais. ce genre de choses, on Par- a l'impression que c'est une fois de temps en temps, mais c'est tout le temps. Et moi, quand je dis à mes amis texans, le nombre de lois qu'il y a, ne serait-ce qu'au sein même du cockpit de votre voiture, d'accord? On va dire le cockpit, du sein même de votre voiture en France. Quand vous conduisez en France, juste, on ne parle pas de la façon dont vous conduisez. Je vous parle de ce qui se passe à l'intérieur même de votre propriété privée qui est votre voiture. Vous n'avez pas le droit de manger en conduisant. Vous n'avez pas le droit de boire en conduisant. Vous n'avez pas le droit de fumer s'il y a un mineur. Vous n'avez pas le droit de conduire sans votre ceinture de sécurité. Vous n'avez pas le droit de conduire en claquette, etc. Et vous n'avez pas le droit d'avoir d'oreillettes Bluetooth, etc., etc. Quand je dis ça aux gens ici, mais ils ont l'impression que je leur parle de la Corée du Nord. Ah bah, Alors que j'hallucine, ouais. toutes ces lois que je viens de vous citer, pour les Français, c'est normal, c'est acquis, c'est la vie de tous les jours. Mais c'est complètement dingue. Ah, mais c'est fou, Vous hein. C'est des conduisez, lois, vous n'avez pas le droit de manger un lois. sandwich. Pourquoi? C'est comme ça, parce que certains mecs ne sont pas capables de manger un sandwich sans apparemment se foutre en l'air, ou pas capables de comprendre que quand vous mangez un sandwich en voiture, il faut que vous soyez sur une autoroute, que vous n'ayez pas besoin d'utiliser tout le temps le boîtier de vitesse, que ce soit un moment adéquat. On préfère dire c'est illégal. Ouais. C'est illégal. Mais c'est un cercle vicieux parce que plus tu fais ça, plus les gens deviennent débiles. Par exemple, pour reprendre sur le Covid, est-ce que ça aurait pas été mieux de laisser chaque restaurateur décider d'ouvrir ou pas et de laisser chaque citoyen l'option d'aller dans un restaurant ou de ne pas y aller. Et puis, j'insiste vraiment là-dessus parce que, au final, si vous voulez si vous troquez la liberté pour plus de confort, à long terme, vous avez aucun des deux. Parce que vous finissez dans des pays complètement délabrés. Ça me fait mal au cœur de le dire, hein, mais la France, décennie après décennie, ça devient quelque chose d'horrible, sincèrement. Et puis c'est pas confortable de vivre dans un pays où absolument tout est illégal. Les gens se plaignent en permanence aujourd'hui que tout est interdit. Mais c'est vrai, tout est interdit en France. On ne peut plus rien faire en France. On ne peut plus rien faire en France. Mais on l'a décidé, on l'a laissé faire et on continue. Puisqu'on continue à demander plus de législation. La preuve en est. La preuve en est. Aujourd'hui à Paris, ou il y a quelques jours à Paris, a été votée l'interdiction des trottinettes électriques. T'as suivi ça? Moi, je déteste les trottinettes électriques. Pour moi, la trottinette électrique, c'était une horreur. Quand je travaillais comme portier à Paris, les mecs roulent sur les trottoirs, te foncent dessus, etc. Ça nous a apporté que des emmerdes. Mais pour moi, la solution, c'était pas d'interdire les trottinettes électriques. Vous voyez où on en vient? C'est-à-dire que pour le pauvre mec normal qui prenait sa trottinette parce que ça l'arrangeait, c'est interdit. Mais vous êtes dans l'espace public, vous utilisez un véhicule, skateboard autorisé, trottinette interdite, tu vois, on en vient à des choses complètement cons. On en vient à des choses complètement cons comme ça. Donc la preuve qu'on continue. On a beau se plaindre, en vrai, on continue, on enfonce le clou, plus de législation, plus de restrictions, encore et encore et encore et encore, et ça ne va jamais finir. Plus d'État, plus d'État, plus d'État, plus d'État. Et puis, ouais, c'est les Français qui le veulent au final. Chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite. Mais tu vois, il y a un mec qui dit, après ils ont fait un référendum pour ça, X Brother 62. Bah oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est même pas l'État, c'est les gens qui décident eux-mêmes qui veulent plus de restrictions. C'est ce que je vous explique. C'est que il faut arrêter de repousser la faute sur les élites. La faute, elle est sur les Français. C'est les Français qui s'enchaînent tout seuls. Évidemment, puisque les Français ont une mentalité d'esclaves aujourd'hui, ils veulent être encore plus esclaves pour leur confort. J'ai peur des trottinettes électriques, faut que ce soit interdit. Ma fille que je ne surveille pas, je ne surveille pas ce qu'elle regarde sur Internet. Je lui ai transmis aucune culture, rien du tout. Elle a utilisé ma carte de crédit pour acheter une crème pour resserrer le vagin. Alors faut que ce soit interdit. Non, Monique. Non, Monique. Monique, Tu fais gaffe en sortant de chez toi. Ouais. Tu demandes à ton fils d'arrêter de rouler sur les trottoirs avec sa trottinette électrique et à ta fille d'arrêter d'utiliser ta carte bleue. Ce n'est pas à l'État d'interdire.
C'est pour ça que je dis que la faute, elle est bien sur les Français. Les Français sont des esclaves aujourd'hui. Nous, et je dis nous parce que il faut toujours balayer devant sa porte avant de dire nous, les Français. Moi, je ne suis pas adepte du pas d'amalgame, donc je ne vais pas le faire non plus pour les Français. Il faut faire un amalgame. La majorité des Français sont des esclaves, ont une mentalité d'esclaves et ils nous foutent dans la merde. Arrêtons en permanence de s'en prendre aux élites. Il faut s'en prendre au peuple. C'est le peuple le problème en France. 100%, 100%. Et puis ça arrange bien les élites de continuer dans cette direction parce que plus de contrôle, plus de taxes, plus d'argent, plus de pouvoir. Plus vous laissez l'État légiférer, plus vous laissez l'État vous taxer, plus ça arrange ceux qui sont au pouvoir et plus vous devenez des bots. Vous vivez dans une dystopie. La patate 7, bonsoir, c'est une rediffusion. Mais qui a bien tout suivi. Non, non patate, ce n'est pas une rediffusion. Les rediffusions, c'est le dimanche soir sur la chaîne YouTube de Le Guise. Donc dimanche prochain, il y aura la rediff de cette émission, je me trompe? C'est exactement ça. Voilà. Ce n'est pas une rediffusion. Donc sur Twitch, lorsque tu vois quelque chose en live, c'est indiqué normalement. Mais bon, après, c'est vrai que beaucoup de gens ne sont pas habitués à Twitch, donc je peux comprendre la question. C'est vrai, je comprends. Je voudrais rajouter un truc pour faire une petite digression sur les influenceurs et le fait de faire des pubs, etc. Parce que je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on voulait dire sur le sujet. Je voudrais dire que comme il y a, comme on a dit, beaucoup de types d'influenceurs différents, il y a parmi les influenceurs des gens comme moi qui sont des créateurs de contenu et qui dépendent de la publicité, qui vivent de la publicité pour pouvoir créer leur contenu. Parce qu'en fait, le principe de notre métier, c'est de fournir un contenu gratuit. Pour qu'il reste gratuit, il faut le financer. Et en fait, aujourd'hui, on a mis la barre haute en termes de qualité de contenu. Par exemple, le live qu'on vous propose aujourd'hui, vous avez vu, il y a un cadre, il y a des micros professionnels qui valent très cher, il y a des caméras professionnelles qui valent très cher, etc. Il va y avoir des heures de montage derrière pour la rediffusion, etc. Moi, quand je fais des vidéos, c'est des vidéos produites avec toute une équipe de tournage, etc. Tout le monde est très content de les avoir gratuitement. Ça ne peut pas fonctionner sans de la publicité. C'est le deal. Soit il y a de la publicité, soit il n'y a pas de contenu. Ou alors, il faut faire du financement participatif, ce genre de solution, etc. Moi, ce n'est pas la solution que j'ai choisie. J'ai fait appel une fois au financement et c'était justement à cause d'une dérive socialiste. C'était quand j'en ai parlé à la dernière émission, quand les banques m'ont fermé les comptes de la société, etc. J'ai laissé le choix aux gens. J'aurais dit, écoutez, pendant plusieurs semaines, il n'y a plus de contenu, le temps qu'on refasse une trésorerie avec nos business individuels. Soit si vous voulez encore des contenus gratuits pendant les semaines qui veulent, vous pouvez essayer de participer et de nous aider à nous sortir de cette merde. Mais ça a été une fois en 3 ans sur des centaines et des centaines de vidéos. Il y a eu 1000 donateurs. Depuis, j'ai jamais demandé de dons ou de choses comme ça parce que je préfère fonctionner avec un système quand tout fonctionne, c'est-à-dire quand on nous met pas on nous laisse travailler tranquillement, qu'on nous met pas des bâtons dans les roues. Je préfère fonctionner avec une économie de société normale. Et si c'est moi qui me plante, c'est-à-dire si c'est moi qui faisais une erreur et quand on fait une vidéo qui marche pas ou ce genre de choses, parce que ça arrive, on resserre les budgets, on se dit tiens, on va faire des vidéos qui coûtent moins cher. C'est ce que j'ai toujours fait. Voilà, quand on me met pas des gros bâtons dans les roues, quand c'est pas les banques qui essaient juste de faire couler ma société, je fonctionne normalement. Mais donc pour continuer à avoir continuer à avoir ce contenu gratuit, etc., il faut qu'on vive de publicité. Donc après, les gens qui tapent en permanence sur les influenceurs ou les créateurs de contenu qui font de la publicité, mais en fait, payez pour vos contenus. D'accord ? Dans ce cas, continuez à payer vos redevances télé et regardez le service public. Le marché... Et encore, il y a de la publicité aussi, mais oui, je veux dire... C'est ça. Mais le marché, les influenceurs, les entreprises ne vous obligent à rien. En fait, personne ne vous oblige à acheter un produit, personne ne vous oblige à regarder un contenu. Les seules personnes qui vous prennent votre argent sans votre consentement, c'est l'État. C'est Salter qui demande comment rester indépendant des annonceurs selon vous. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'être indépendant parce qu'on choisit avec qui on travaille. Moi, je choisis les sociétés avec lesquelles je travaille. C'est les sociétés que je valide. Pour rester indépendant, il faut continuer à avoir une économie fiable qui fonctionne et qui nous permette de sélectionner nos annonceurs. Moi, ma chaîne, ça fonctionne. Alors, ça me permet de travailler avec des sociétés que je valide, c'est-à-dire des produits que je valide. Je fais des pubs pour Terre de France, Kalos, etc. Quand je fais des pubs pour des produits dont j'ai rien à foutre, ça va être par exemple pour des jeux mobiles. J'en ai rien à foutre des jeux mobiles, mais ce n'est pas un produit que je dévalide. C'est pas un produit où je vais dire que je trouve nocif, je suis contre. J'en ai rien à foutre des jeux mobiles. Je veux dire, vous avez le droit de jouer à des jeux. Moi, j'ai rien contre les jeux vidéo, j'aime bien. Donc, ça me dérange pas de faire la pub pour les jeux vidéo. Mais si effectivement on commence à nous mettre des législations, des bordels, etc., et qu'on nous empêche de travailler correctement, peut-être qu'on va être poussé à faire des pubs pour des crèmes dépilatoires et des saloperies dont on n'a pas envie. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment. Donc en fait, le moyen de rester indépendant, c'est de travailler avec des gens avec qui on a envie de travailler. Et c'est mon cas. Oui. Et c'est mon cas. Et c'est ces si gens-là, demain- en travaillant si- avec des gens avec qui j'ai envie de travailler, c'est Ouais. ces gens-là
qui me permettent de pouvoir travailler, de publier ce que je veux. Moi, quand je travaille avec Terre de France ou Kalos, ils n'ont aucun regard sur mes vidéos. Ils me demandent jamais, non, mais ça, mais pas ça. Ils me laissent faire exactement ce que je veux. Donc, je suis très content et leurs produits sont bien. Donc, il n'y a pas de souci. Mais en fait, toutes les pleureuses qui viennent et qui disent oh, gna, gna, mais il y a trop de pubs, il y a des machins, gna, gna. Ou alors le discours de merde qui consiste à dire ah ouais, mais tu nous es redevable. Alors attendez, je vais prendre un exemple pour dire aux gens je suis redevable, soit-disant des gens qui regardent la pub. Vous avez votre société de camions de glace, ok? Vous êtes fabricant de glace, vous êtes glacier, ok? Vos glaces sont gratuites, vous les distribuez gratuitement. En échange, sur votre camion, il y a des pubs, d'accord? Il y a des pubs sur le camion et ça vous permet de diffuser des glaces gratuitement. Est-ce que vous êtes redevable des gens qui viennent chercher leurs glaces gratuites tous les jours? C'est ce que vous êtes en train de me dire? C'est-à-dire que 99,9% de mon public n'a jamais levé le petit doigt pour ma chaîne, d'accord? Ils n'ont jamais acheté mes produits, ils mettent pas de like, pas de commentaires, rien. Ils viennent, ils consomment simplement un produit gratuit que je leur propose. Donc je leur suis redevable. Non. Moi, je suis redevable à ma communauté, c'est-à-dire ceux que je considère ma communauté. C'est les gens qui regardent toutes mes vidéos, qui m'envoient des messages pour me soutenir, qui quand ils peuvent, ils ont les moyens financiers, achètent mes produits, etc. Ces gens-là, je leur suis redevable et j'en suis très content. Mais l'immense majorité des gens qui ne consomment simplement un produit gratuit, je leur dois rien. Je leur dois rien et ils me doivent rien. En fait, il y a juste un échange de services. Voilà, je propose quelque chose qui leur plaît, ils le regardent, point. Ils n'ont rien à faire pour le faire, à part regarder une publicité. Donc c'est vrai que ça me fait un peu mal au fion d'entendre des mecs dire ah ouais, mais il y a de la pub à regarder, vous êtes des hommes sandwich, je sais pas quoi. Mais allez-y, faites du contenu, allez-y. Qui fait des vidéos produites dans le milieu de droite, par exemple? Qui fait des vidéos produites comme je l'ai fait? J'ai été un des premiers à faire des vidéos vraiment produites dès le début avec une qualité de production, des tournages en extérieur, pas des trucs en studio, hein, parce que les trucs en studio, c'est facile. Hein. Le Guise et moi, notre setup, ça nous a fait un peu chier de le faire, mais maintenant qu'il est fait, là, ça nous a pris 5 minutes de nous mettre en route. Hein. On allume les lumières, on allume les caméras, une fois que l'argent y est mis, c'est fait. Moi, à chaque fois que je vais tourner en extérieur, il y a les conditions météo, quel matériel on emmène, il me faut un ou plusieurs cadreurs, est-ce qu'il me faut un preneur son, comment on va faire pour avoir telle lumière, etc. etc. C'est les micros, est-ce que ça fonctionne, enregistrement externe, est-ce qu'il va falloir passer par un ingé son pour revoir le micro parce qu'il y a du vent, parce qu'on n'avait pas les bonnes fréquences, etc., parce qu'on était sous des lignes à haute tension. C'est ça, c'est des semaines et des semaines et des semaines de montage. Donc, comment je fais? Expliquez, faites-le. Tous les mecs qui pleurent parce qu'il y en a, faites-le, allez-y. Non, mais mec, Au lieu de mec, venir chialer dans nos commentaires, c'est faites des beaucoup, contenus, c'est faites des beau- c'est productions, beaucoup, allez-y, on vous regarde. c'est beaucoup plus simple que ça, mec. Bah, t'as bien raison d'apporter tous ces éléments qui sont très importants pour mettre en contexte, mais c'est beaucoup plus simple que ça. Toi, tu fais les pubs pour ce que tu veux, et les gens, s'ils ont envie d'arrêter de consommer ce que tu fais, ils arrêtent de le consommer. Euh, s'ils aiment pas une pub que tu fais, s'ils se sentent outrés par quelque chose, ils arrêtent de s'abonner, ils arrêtent de regarder, et puis c'est tout. Exactement. Et pour apporter un peu de théorie là-dessus, une entreprise, donc prenons Baptiste, un influenceur, si demain il fait quelque chose qui ne plaît plus au marché, il va en payer le prix cher très rapidement. Du coup, si ça marche, ça veut dire que ça correspond aux attentes des gens, et tout simplement. Bah oui, bah exactement, exactement. Exactement, et d'ailleurs, ça m'arrive souvent. Hein. Ça m'arrive souvent, comme j'essaye de faire des contenus qui me plaisent à moi, et je fais jamais des contenus seulement pour le public, je prends beaucoup de tôle. Hein. Je prends beaucoup de tôle d'audience sur ma chaîne. Hein. Quand je fais des produits, quand je fais des vidéos sur la taxidermie, je prends le pied de dire je vais pas faire d'argent, je vais même certainement en perdre, parce que j'ai envie de mettre à l'honneur ce sujet, de faire une belle vidéo, et pour les 80 000 personnes qui vont regarder, au moins ça les intéressera, ça leur apprendra quelque chose, même si derrière je suis pas rentable. Et ça m'arrive très souvent, très souvent. Dites-vous que sur ma chaîne, une vidéo qui fait moins de 150 000 vues, elle est pas rentable pour moi. Je perds souvent de l'argent. Alors des fois, c'est voulu entre guillemets, c'est pas que je veux faire moins de vues, mais je le sais et je prends le pas, je me dis bah voilà, là on a une vidéo qui va faire plus, donc ça peut me permettre de le faire. Des fois c'est des tôles, c'est comme ça, voilà, et des fois il y a des choses où je ne m'attends pas. Par exemple là j'ai fait une vidéo avec Ronnie Coleman, je suis le premier français de l'histoire à faire une vidéo avec Ronnie Coleman. Je pensais vraiment que ça allait faire énormément de vues, dans ma tête c'était, mais c'est mes goûts perso, je vois ça avec un œil de sportif passionné, etc. Finalement ça a fait peu de vues par rapport à l'événement que c'était. On s'y attendait absolument pas, bah, ça arrive, c'est le jeu du marché. Je pleurniche pas, quoi. Je veux dire, comme tu l'as dit, hein, les gens sont libres de regarder ou pas. Hein. Ouais, c'est le marché, c'est très bien. C'est la plus belle des démocraties, le marché, mec. Avec chaque acte d'achat, chaque personne décide de ce qu'elle veut acheter, décide des valeurs qu'elle veut acheter, des valeurs qu'elle veut consommer. C'est la seule vraie démocratie, le marché. Je voulais te poser une question là, et après on pourra passer à un autre sujet. Oui. Ça peut peut-être intéresser nos spectateurs. C'est quoi, toi, les sujets qui marchent le plus et les sujets qui marchent le moins? Putain, c'est quasiment impossible de. C'est bon, la bouffe, ça marche toujours.
La bouffe elle marche toujours, c'est pour ça les repas de seigneur, la vidéo des barbecues, etc. La bouffe, ça marche toujours, mais ça dépend, tu vois. Par exemple, quand j'ai fait les recettes de seigneur, je pensais que ça allait plus marcher que ça. Finalement, ça n'a pas trop marché. Donc en fait, généralement la bouffe marche, mais pas toujours. Et après, les vidéos politiques, ça fonctionne, c'est sûr. Dès qu'on clash, dès qu'on fait en fait, c'est triste, mais en fait, les contenus faciles, les contenus les moins intelligents marchent le mieux. Ouais, Parce que bah, ok, ouais. comme je l'ai dit, en fait, il y a entre 80 000 et 100 000 personnes qui sont vraiment de ma communauté, qui sont des gens intéressés par ce qui m'intéresse, qui sont des gens que je considère être le haut du panier, qui s'intéressent à des sujets, voilà, à l'artisanat, machin et tout. Et le reste, bah, ça reste quand même du public français lambda. Et le public français lambda, on n'échappe pas en fait à la médiocrité ambiante, hein, c'est terrible, mais je veux dire, quelles sont les émissions de télé qui marchent le mieux? Ce ne sont pas les meilleures. Quels sont les artistes français qui vendent le plus? C'est largement pas les meilleurs. Bah voilà, bah, c'est à peu près pareil sur YouTube, hein, On c'est en, comme par- ça. on en- Après, il y a on en parlait la dernière fois. Le problème, c'est que le marché, c'est très très beau, mais l'État vient comment dirais-je, distordre ce marché. Tu sais, avec les les algorithmes. subventions à France Ah, TV, etc., etc. En fait, c'est ça. Genre, lorsque l'État vient distordre le marché, vous vous retrouvez pas forcément avec ce que veulent le plus voir les gens. oui. Oui, c'est vrai. Ça, bah, là, le cinéma français, c'est le meilleur exemple. Je crois qu'on en a parlé la dernière fois, mais oui, Ouais. c'est le meilleur exemple. Il y a un mec qui demande, qui dit, Pépou, il dit, franchement, ton contenu est très bien, mais ta personnalité et ton idéologie n'étant pas compatibles avec YouTube, il te pénalise. Demain, Morgan VS reprend tes vidéos, il tape le million de vues. C'est vrai aussi, ouais, mais après, je veux pas me cacher derrière ça, mais c'est vrai que évidemment que on n'a pas du tout l'algorithme avec nous, et l'algorithme, c'est une distorsion du marché, typiquement. L'algorithme des plateformes est une distorsion du marché. Moi, par exemple, mon Instagram, toutes les vues que je fais, etc., ce n'est que des vues de gens abonnés. J'ai zéro recommandation d'Instagram et je peux le prouver, hein, parce que Instagram te le dit. Pour le coup, Instagram, contrairement à YouTube, est honnête. Instagram dit honnêtement, votre contenu ne peut pas être mis en avant. Tu peux aller voir ton statut de compte. Mon contenu ne peut pas être mis en avant, donc vous pouvez pas me trouver par hasard dans les réels. Vous pouvez pas me trouver en publication suggérée. C'est impossible. Donc c'est comme ça parce que et ils le disent. Pourquoi? Parce que je promeus la chasse et les armes et qu'ils ne recommandent pas ces contenus-là. Bien. Au moins c'est clair. C'est Mais ça fait que c'est une ça fait entreprise, que c'est une entreprise privée qui fait ce qu'elle veut. Le problème, voilà. c'est quand c'est l'État qui vient imposer des règles à ces entreprises privées. Exactement. Et le problème, c'est que c'est un peu lié à ça aussi. C'est Mmh. un peu lié à ça, on le voit. Le problème, c'est que quand une entreprise privée décide de faire ce qu'elle veut, mais que ça va pas dans le sens de l'État, alors à ce moment-là, ils interviennent. Ils n'interviennent pas quand YouTube ou Instagram met de l'idéologie dans leurs algorithmes, met de l'idéologie dans leurs paramètres, enfin dans leurs chartes, à partir du moment où l'idéologie est compatible avec le régime. Ouais. À partir du moment où, si jamais c'est Elon Musk qui reprend Twitter et qui change avec une idéologie un peu différente, là, l'État intervient. Donc c'est vrai que ça biaise toujours le marché. Mais c'est vrai qu'il a raison dans le fait de dire que moi, si simplement j'ai 300 000 abonnés, enfin 285 000, si mes 285 000 abonnés avaient mes vidéos en page d'accueil, mes stats seraient complètement différents. Ouais. Et ou si moi par exemple je suis abonné à des chaînes comme Villebrequin, etc., j'adore ce qu'ils font. Si je regarde pas leurs vidéos pendant 5 jours voire une semaine, je l'ai dans mon fil jusqu'à ce que je la regarde. Ouais. Ça leur permet de faire des stats constants à beaucoup de vues et de pas avoir des gros décalages comme moi je vais faire, parce que moi je peux faire des vidéos à 1 million de vues et je peux faire des vidéos à 80 000 vues, c'est énorme en fait, tu vois. Donc parce que j'ai pas l'algorithme, voilà, Ouais, ça change tout. n'est pas là. Ça Et donc change tout. ça change tout, parce que cette vidéo typiquement dont j'ai parlé avec Ronnie Coleman, si elle avait été mise en avant par YouTube, tous je veux dire par exemple des gens comme Nassim Saïli, il a 700 000 abonnés, Thibaut Inchep, il a énormément d'abonnés, tout ce public là aurait vu au moins cette vidéo popper en page d'accueil, etc., et elle aurait fait certainement beaucoup plus de vues que juste au sein même de la petite communauté qui va voir de soi-même les vidéos sur YouTube. D'ailleurs, YouTube donne toutes les statistiques, tu vois les engagements, est-ce que c'est fait par des gens qui recherchent, est-ce que c'est fait par des gens qui les ont en page d'accueil, etc. Et moi, je connais beaucoup de YouTubeurs, tu parlais de Morgan VS, bah, par exemple, Morgan VS m'a déjà envoyé des messages, on a déjà discuté, La Boiserie, Thibaut Inchep, etc. C'est des gros YouTubeurs. Ces gens-là, ils n'ont pas du tout les mêmes stats que moi, pas du tout, parce qu'ils ont beaucoup plus de recommandations. Ah bah ouais. Et est-ce que YouTube fonctionne comme ça. Si on a des critiques à faire, ça même de la plateforme, ce serait évidemment les critiques à faire. C'est-à-dire que autant en France, je veux un marché plus libre, autant j'aimerais aussi que sur YouTube, il y ait un marché plus libre. Évidemment, comme tu l'as dit, c'est une société privée, on ne peut pas leur imposer notre vision des choses. elle fait ce qu'elle veut, mais aussi il faut qu'elle respecte son contrat. C'est-à-dire, si dans ses règles, on met tout le monde en avant de la même façon et qu'elle ne le fait pas, elle ne respecte pas son contrat. Sauf qu'ils ils se mettent toujours une clause pour dire qu'ils se réservent le ouais. droit de mettre en avant ce Mais qu'ils veulent ou pas. Donc en fait, ouais, c'est immoral à partir du moment où c'est l'État qui vient légiférer. tout à fait. Cependant, on voit que le marché propose des alternatives.
malgré tout ça. Par exemple, Rumble, je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Rumble? Rumble, Quoi? Rumble, le site Je connais pas. RUMBLE, par exemple, c'est un site où, par exemple, c'est un peu à la Daily Wire, mais en version gratuite. C'est un peu une alternative à YouTube où beaucoup de gars comme Steven Crowder aux États-Unis mettent leur contenu. Et en gros, il y a zéro censure. L'algorithme fonctionne exactement pareil pour tout le monde. Et, est-ce que toi, tu avais déjà pensé à mettre ton contenu sur un site de ce type où il y a zéro censure? On va pas se mentir, il y a absolument aucune alternative à YouTube. Je crois, là-dessus, j'ai le même discours que n'importe quel gros créateur de contenu. Il n'y a pas d'alternative à YouTube. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'une alternative, ça voudrait dire même flux. Pour moi, à partir du moment où il y a moins de flux, c'est pas une alternative, c'est moins bien. Tu vois ce que je veux dire? Pour avoir le même flux que YouTube, ça voudrait dire que une alternative, par exemple, une alternative aux banques, c'est les banques en ligne, par exemple. Il peut y avoir, si demain tous les clients de la BNP veulent ouvrir un compte sur une banque en ligne, c'est possible. On est d'accord. Ouais. YouTube, si demain tous les YouTubeurs veulent aller sur le site que tu as cité, c'est mort. Ils n'ont pas les serveurs. C'est absolument impossible. Ok, Les d'accord. seuls au monde qui ont les capacités de faire des serveurs assez puissants pour héberger ça sont les GAFA. Point. Il n'y a absolument personne d'autre que les GAFA qui peut avoir des serveurs aussi puissants. Donc de toute façon, à partir de ce moment-là, c'est pas une alternative, tu vois. Ouais, Parce bah, que si, attends, bah, j'aimerais bien parce juste que regarder par YouTube, exemple cette vidéo-là. Tu vois, oui, ça c'est une vidéo. Par exemple, Steven Crowder sur Rumble, il a 1,26 million d'abonnés. Donc ça reste moins que sur YouTube. Et puis, bah, j'arrive pas à voir le nombre de vues sur la vidéo, mais il y a 2000 commentaires par exemple. Euh, c'est une solution pour ceux qui veulent faire du contenu qui est pas possible sur YouTube. Ça leur rapporte quand même des choses. Et ensuite, à savoir comment ils sont financés ces gens-là. Parce que le problème aussi, c'est que moins de flux, c'est moins d'annonceurs. Est-ce qu'il y a des annonceurs? Est-ce qu'il y a bah, des annonceurs ouais, qui ouais, sont en fait, regarde là, intéressés? 1,83 million de vues par exemple sur une vidéo que je vois sur la droite. Il y a des influents, il y a des, en fait, ça marche comme YouTube. Ça se base sur le modèle de YouTube, sauf qu'il n'y a pas la censure. Il y a aussi un autre modèle qui est développé aux États-Unis. C'est Daily Wire. C'est des plateformes payantes. Où, par exemple, Oui, bah, il ça on y a- connaît, les Parthéons, ouais. etc., des plateformes payantes. Mais enfin, les exemples d'influenceurs français, moi, que je connais, qui sont allés sur ces plateformes-là, ils se sont éclatés. Code Reno l'a fait, il est revenu sur YouTube. Impossible. Parce que les revenus ne sont pas les mêmes. C'est pas possible. Comme je l'ai dit, hein, moi, j'ai besoin d'énormément de revenus pour faire fonctionner ma chaîne. Tout à Moi, fait, mes ouais. vidéos, elles me Tout coûtent à très fait. cher. En Donc, en fait, fait, j'aurais. c'est des options qui fonctionnent aux États-Unis. Les raisons pour lesquelles elles Pas fonctionnent en pour tout le France, monde, hein. je Pas sais pour tout pas. le monde. Mais ça permet quand même à des gros influenceurs de pouvoir communiquer ce qu'ils souhaitent tout en étant rentables sur certaines de ces plateformes. C'est vrai qu'en Bah, écoute, France, on le voit. En France, on le voit j'ai pas du beaucoup. mal à comprendre ça fonctionne. Je sais pas. Ils arrivent quand même à faire des millions de vues, des choses comme ça. Moi, je pense que le truc, c'est que les influenceurs politiques comme lui, par exemple, on connaît avec Turning Point US, etc., ils reçoivent de l'argent, en fait. Ils sont financés, ces influenceurs. D'accord, ils sont financés par des gens du Parti républicain, etc. Moi, je l'ai vu de très près. Hein. J'ai travaillé avec Jason Miller, qui est l'ancien porte-parole de la Maison-Blanche, qui a été le président de campagne de Donald Trump, etc. Donc, c'est quand même quelqu'un de très influent. Quand il a créé son réseau social Getter, il avait plus d'1 milliard d'euros de financement par des milliardaires républicains, etc. Donc, en fait, l'argent ne venait pas des utilisateurs, l'argent est venu d'un financement. Et ces gens-là, il y a beaucoup d'influenceurs politiques. C'est aussi le problème en France avec les influenceurs de droite, c'est que nous, on n'a aucun soutien, absolument aucun soutien du réseau politique français de notre bord. C'est-à-dire Je que nous, comprends. nos politiques Après, ne nous mec, soutiennent pas. sincèrement, quand je vois qu'ils arrivent à taper des plusieurs millions de vues par vidéo, ça doit quand même générer de l'argent, mais moins que sur YouTube, je comprends. Oui, mais peut-être qu'ils ont un réseau de communication qui se met en place. Peut-être qu'ils ont des mails qui sont envoyés à des millions de personnes, tu vois, inscrites sur des listes pour dire allez voir cette vidéo. Peut-être parce qu'il faut le transférer en fait. Le transfert de communauté, il se fait pas comme ça. Comment il arrive à faire 1,5 million de vues s'il y a peut-être de l'argent qui est implanté pour faire ce 1,5 million de vues, tu vois. En C'est ça gros, que je veux ouais, dire. c'est ça. Bah, souvent, dans ses vidéos YouTube, par exemple, il va dire allez vous abonner à mon Rumble. Il y a des vidéos que je peux Voilà. pas Ouais, mettre non, ici. mais peut-être qu'il passe sur des chaînes de télé, etc. Je veux dire, nous, c'est pas le cas. On est tout seul par nous-mêmes. Il y a absolument personne qui va nous aider. Et moi, je crois absolument pas que ce soit possible pour les influenceurs français de faire ça. Vraiment pas. Ok, bah écoute, je comprends. De toute façon, comment dirais-je, Ça peut être un complément, hein. Ça peut être un complément. On va pas se cacher. Ça peut être un complément. Mais pour moi, ce sera jamais une solution de remplacement. ok. Il Donc, y a aussi la deuxième chose aussi, c'est la capacité à convertir. À partir du moment où tu passes sur une plateforme comme ça, tu es en communauté close. Ça veut dire que les gens qui y vont sont des gens qui le connaissent déjà, etc. Tu ne touches pas un nouveau public. Tu comprends? Donc, en fait, il touche son nouveau public via d'autres réseaux.
et après il leur dit allez là. Mais Ouais, c'est ça. c'est pas une solution de remplacement. Puisque moi, sur YouTube, il y a des gens qui me connaissent pas, qui peuvent tomber sur, tu vois, Radio Dixie, typiquement, il y a des gens qui nous connaissent pas, ni toi ni moi, qui connaissent pas nos idées et qui vont tomber sur cette vidéo et peut-être que ça va les convertir. Et ça, pour moi, c'est aussi le but de notre travail, tu vois. Ouais, mais je pense que tu as 100% raison dans le sens, ils ont un pied dans les plateformes mainstream et un autre pied dans les plateformes de ce type-là. Donc c'est un complément. Ouais, tu as bien raison. Ouais. Mais écoute, parfait, est-ce que tu voulais rajouter des choses sur ce sujet? Non, je pense qu'on a fait le tour. Bah, écoute, on va passer aux réactions. Je sais que tu voulais réagir là-dessus parce que beaucoup de personnes t'ont posé des questions. Qu'est-ce que tu penses de Bilal Hassani qui va faire un concert dans une église? Ah oui, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui m'ont parlé de cette histoire. Alors, donc en gros, c'est quand tu te rappelles quand c'est ou pas? Non, moi je m'étais pas du tout renseigné là-dessus. Bon, alors je sais plus, dans les Je vais jours qui regarder. viennent, c'est prévu que Bilal Hassani fasse un concert dans ce on a appelé la plus vieille église de France, etc. Donc il y a une mobilisation qui est appelée par plusieurs influenceurs, par aussi des religieux, etc., pour aller se rassembler, prier avant le concert, peut-être même empêcher le concert, je ne sais pas. Je ne l'ai pas relayé pour 2 raisons. La première raison, je ne l'ai pas relayé parce que moi, n'étant pas en France, je ne vais pas engager les gens à faire un truc que je ne peux pas faire moi-même. Donc je ne vais pas dire aux gens allez là-bas alors que moi je suis ici. Ça, enfin voilà, je préfère pas. Après, c'est personnel. La deuxième raison aussi, c'est qu'encore une fois, on s'en prend aux conséquences et pas aux causes. Encore une fois, on n'a aucune remise en question. Cette église, elle est désacralisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une église qui n'est plus une église reconnue comme une église en tant que telle par l'église, c'est-à-dire qui n'est plus un lieu sacré par l'église. C'est ouais, Donc il y a plus de. c'est le 5 avril demain, pour t'apporter Ah, c'est l'information. demain, voilà. Il y a plus de, il y a plus de rites qui sont célébrés, etc. Pourquoi elle a été désacralisée, cette église? Pourquoi elle a eu la possibilité d'être désacralisée? Parce qu'en fait, il n'y a personne dans les églises. Parce qu'en fait, tout ça ne serait pas arrivé si les Français allaient à la messe le dimanche, allaient aux cérémonies religieuses, etc. Les gens ont déserté les églises. Et aujourd'hui, la très grande majorité des gens qui se plaignent, parce que les catholiques se plaignent, bien sûr, mais la très grande majorité des gens qui se plaignent de ce concert, mais ils n'y vont jamais. Bon, celle-là, tu vois, elle est désacralisée depuis 500 ans. Donc, en plus, c'est. Mais je veux dire, les églises sont vides. Les églises sont vides. Personne ne va à l'église, d'accord, en France. Donc, en fait, vous ne pouvez pas vous plaindre que les églises soient utilisées pour autre chose, parce qu'en fait, elles ne seraient pas utilisées pour autre chose si vous y étiez pour prier. Tout simplement. La France, c'est un pays en majorité d'athées, ensuite de musulmans, et ensuite seulement de chrétiens. Ce sont les statistiques officielles. C'est-à-dire que dans les gens qui pratiquent, il y a plus de musulmans qui pratiquent l'islam en France que de chrétiens. Alors on va dire que c'est parce qu'il y a énormément d'immigration. C'est la vérité, mais il y a aussi le truc, c'est que la grande majorité des gens des migrations de culture arabo-musulmane sont musulmans pratiquants, alors que la grande majorité des Français de culture catholique sont athées. Voilà, donc c'est la faute des Français. Ouais. À un moment, c'est tout. Si les Français, si les Français Français. si les Français allaient à l'église et contribuaient aux églises, les églises n'auraient pas besoin d'être une propriété de l'État. Elles pourraient être, elles pourraient posséder leur propre église et décider d'elles-mêmes de ce qu'elles font des églises. En fait, un autre problème que tu n'as pas mentionné, c'est que 90% des églises, à cause des raisons que tu viens de décrire, sont des propriétés des communes. Et au final, c'est les communes qui décident ce qu'on peut faire ou pas des églises. Ouais. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Par exemple, Scomad qui dit, non, pardon, Plocon qui dit, Baptiste, les 2 paroisses où je vais sont remplies, tradies et nouvelles. Mais évidemment, il y a tellement peu de paroisses qui font des messes tous les dimanches que oui, celles-là, elles sont remplies. Moi, la paroisse tradie où j'allais en France, il y avait des gens qui faisaient 1h30 de route pour venir voir la messe. Bah oui, évidemment. Donc, du coup, de facto, c'est rempli. C'est pas toutes les églises de France qui sont remplies tous les dimanches. Hein. De toute façon, il n'y a même pas à savoir si elles sont remplies ou pas. Regardez juste les statistiques. Vous verrez que les gens sont athées. Point. C'est tout. En France, les gens sont athées. C'est un pays d'athées. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit comment tu peux aller vivre au Texas qui est un pays en tant que catholique alors que c'est une majorité de protestantes. Mais déjà, alors d'une, je préfère un État qui a majorité protestante qu'à majorité athée. Ensuite, ici, il y a 30% de catholiques pratiquants. Donc, dans un État qui n'est pas majorité catholique, il y a plus de proportions de gens qui sont catholiques pratiquants qu'en France. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Il n'y a absolument pas 30% de catholiques 30% pratiquants. de catholiques pratiquants au Texas, incroyable. Oui, ouais. Ouais. Et ouais. Et, Voilà. et puis, C'est comme ça. Alors et les gens vont dire oui, mais c'est aussi à cause des hispano-américains. Mais non, pas que. Hein. Pas que, parce qu'il y a aussi énormément de descendants de Polonais, d'Italiens, etc. Hein. Les États-Unis, c'est un agglomérat de plusieurs communautés européennes. Il y a beaucoup, beaucoup de descendants, voilà, comme j'ai dit, de Polonais, d'Italiens, d'Irlandais, de Français ici. Et tous ces gens-là, ils sont catholiques. Donc voilà, c'est comme ça. Ouais.
Et Baptiste, si l'Église, elle appartenait à quelqu'un de privé, euh, ce serait pas Isabelle au service événementiel de la mairie qui déciderait que Bilal Hassani a le droit de faire une présentation. En fait, les églises devraient appartenir à l'église. Oui, Point. c'est ça. En fait, c'est aussi simple que ça. En fait, normalement, c'est l'église, mais le problème, c'est que le pouvoir central de l'église aujourd'hui, enfin, un autre débat, mais le pouvoir central de l'église aujourd'hui est biaisé, voire corrompu. Donc, c'est le problème est encore tout autre, hein, mais c'est encore autre chose. Mais de toute façon, encore une fois, si les gens fréquentaient les églises, la question se poserait même pas de toute façon. Voilà, point, c'est tout. Si les gens défendaient les chrétiens, défendaient leurs églises et que la majorité des Français étaient chrétiens, le problème se poserait pas. Ouais. Au final, on en revient au marché. Les gens ne consomment plus, entre guillemets, euh, les messes, les églises catholiques ne les financent plus. Donc, il y a que l'État qui est là pour les entretenir. Et au final, c'est eux qui décident ce qu'ils en font. Voilà, c'est ça. Tu disais un truc. Enfin voilà, c'était juste une petite aparté parce que comme j'ai été très sollicité sur ce sujet, ça me permet de m'exprimer, voilà, Très dessus. bien. Je vais te partager une petite vidéo. Je te dis pas le sujet, mais tu vas pouvoir le regarder. C'est en français. Imaginez un instant qu'au lieu de défendre des méga-bassines ou de vouloir lutter contre des méga-bassines, ceux qui pratiquent la violence soient, par exemple, contre l'installation d'un centre d'accueil de personnes qui bénéficient de l'asile en France. Que ce soit une extrême droite hyper violente. Là, en l'occurrence, c'est les méga-bassines. Qui disait, vous comprenez, notre cause est légitime. Personne ici, mais je suis prêt à prendre le pari, personne ici dira, ouais, la violence est légitime. Bah oui, quand même. Oui, en fait, il a raison dans le sens où soit la violence. En fait, le débat, il n'est pas sur les bassines. Je veux pas rentrer dans ce débat parce que c'est vraiment un truc beaucoup plus complexe et on pourra en parler si on parle d'écologie, etc. Donc là, vraiment, le débat n'est pas là. Le débat est de savoir est-ce qu'il y a la violence, il peut y avoir de la violence légitime ou pas. Soit il peut y en avoir, soit il peut pas y en avoir. Le débat, il est clos, point. Soit il y a de la violence légitime, soit il n'y en a pas. Aujourd'hui, c'est toujours pareil, on l'a dit, c'est biaisé, c'est le gouvernement qui décide de ce qu'est l'opinion publique, les médias, etc., qui décident de ce qui est légitime ou pas. Donc quand c'est une cause écologique ou que c'est les retraites, c'est légitime. Alors pour les médias, par exemple, alors quand c'est très compliqué. Pour les médias, quand c'est une cause écologique, c'est légitime. Quand c'est les retraites, c'est légitime. Pour le gouvernement, c'est illégitime, mais ça va être légitime quand c'est des antifas qui viennent casser la gueule à empêcher des meetings d'Éric Zemmour, etc., etc. Soit c'est légitime, soit ça l'est pas. Soit on est pour une prise de pouvoir et des actions violentes, soit on est contre. C'est aussi simple que ça. Et dans ce cas, il ne faut pas pleurer quand c'est les autres qui le font et il faut en faire soi-même. Soit il faut dire non, moi je condamne toute action. C'est le postulat de beaucoup de gens de droite qui considèrent qu'il faut absolument aucune action violente, que c'est condamnable, blablabla, qu'il faut passer par la voie démocratique, etc. Moi, je ne crois plus à la démocratie, absolument plus en France. Donc, effectivement, je pense qu'il n'y a rien qui arrivera sans action violente, etc. Ça, on verra. Je ne pousse pas que je pousse les gens à la violence ou quoi, parce qu'on va encore être ban. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est juste, je pense pas que démocratiquement on puisse faire quoi que ce soit. Mais à partir de ce moment-là où on a mon postulat, on peut pas cracher sur les gens qui eux utilisent des méthodes violentes. Le problème, c'est le deux poids deux mesures. Et en France, c'est la spécialité gouvernementale, le deux poids deux mesures, ou médiatique, le deux poids deux mesures. Ouais. De toute façon, je pense que la grande majorité des actions violentes, elles viennent de l'extrême gauche. Par exemple, lorsqu'ils ont brûlé la mairie de Bordeaux là, pendant les manifestations, je ne sais pas si tu as vu les images, Oui, j'ai vu. l'aventure, il y a 2-3 médias de gauche qui avaient dit que c'était l'extrême droite qui avait fait ça. 2 jours après, on s'est rendu compte que c'était un groupe d'extrême gauche qui avait foutu le feu à la mairie. Ouais, c'est comme d'habitude. Ouais, mais d'un autre côté, on peut dire aussi que les droitards, ils dorment, tu vois. Les droitards, ils dorment, mais je pense que la position de quelqu'un qui respecte la liberté individuelle, c'est que la violence, elle est là en tant que légitime défense. Dans le sens, si on vient t'agresser, tu as le droit de répondre. Si on vient de piquer ton fric pour aller un peu plus loin, lorsque l'État vient de prendre 50% de ton salaire, là, c'est de la légitime défense. Si on vient porter atteinte à ta propriété physique, à ta propriété privée, à ta liberté de choix, pendant que tu fais de mal à personne, là, c'est de la légitime défense. Le problème, c'est que les gauchistes, c'est des totalitaires, c'est des fascistes. Ils font de la violence pour imposer leur façon de voir les choses et pour t'obliger à ne plus consommer de viande, pour t'obliger à ne pas avoir le droit d'armes, pour t'obliger à payer 50% de taxes pour payer des impôts, etc. etc. Non, je comprends bien, mais le truc, c'est que justement, ce que tu parles, cette légitime défense face à l'État, entre guillemets, elle n'est pas présente du côté de la droite. Tu vois. Les gens qui se plaignent en permanence des élites ou qui se plaignent en permanence de l'immigration ou qui se plaignent en permanence de l'insécurité, ils ne réagissent pas de façon violente face à tout ça. Ah ouais. Ils restent bien droits parce qu'ils ont peur de l'État, ils ont peur de la loi, etc. Donc après,
c'est un débat. Je pense pas qu'on puisse en parler là 5 minutes vite fait. Je pense On que va garder, c'est un ça vrai pour un sujet. prochain live. Pour finir là-dessus, je voulais rappeler que dans ton bouquin, justement, tu disais toutes ces choses que tu pouvais pas dire Voilà. sur YouTube. Et il y a énormément de choses que tu faisais dans ta vie quotidienne en France que les gens Ils sont illégales. qui sont illégales et que les gens trouveraient assez choquantes. Donc n'hésitez pas à aller voir Ouais, le il faut lire bouquin. Instinct Primaire qui est toujours disponible sur benchandcigars.com. Si vous voulez savoir ce que moi je faisais quand j'étais en France dans mon quotidien et que je pensais être utile, je les ai mis dans ce livre justement parce que je pouvais jamais en parler dans aucun média, etc. parce que c'était risqué. Donc j'ai tout mis dans le livre. Même mon éditeur a eu peur de sortir certaines parties, il m'a demandé de réécrire certaines parties, etc. Donc, Un peu comme ce que tu disais tout à l'heure par rapport au port d'armes que tu voilà, pratiques en exactement. France. C'est ce genre de choses. Ouais. Baptiste m'a donné plein de détails sur d'autres sujets qui sont assez impressionnants, donc allez voir ça. Donc là, on va être à 2 heures de live. On va finir là-dessus. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant de terminer? Non, voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ce live. Je veux dire aux gens d'aller voir la rediff de l'ancien live sur YouTube. Elle est disponible sur la chaîne de Le Guise. Et cette rediff de ce live-là sera disponible dimanche prochain je sais plus à quelle heure on publie, à 17h, à 18h. 17h, il me semble. On se voit à 17h. À 17h. Et voilà. Écoute, parfait. Un grand merci encore, Baptiste. C'était génial. Ben non, merci à toi. Et puis, merci à tous. On vous dit à une prochaine fois. À bientôt.